Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, vous êtes sur Spectrum Télévision, c'est cet hebdo qui démarre. Et pour cette édition du dimanche 21 juin 2020, Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République vient de nommer les membres. Va-t-on vers la fin de l'immobilisme? L'interrogation est du quotidien Le Messager. L'acte du chef de l'État arrive 3 ans après la tenue de la dernière session. Si Info Matin note que les sanctions pourraient tomber lors de la prochaine session, l'honorable Ninche du Social Democratic Front, lui, s'insurge contre l'appartenance ethnique de ceux qui viennent d'être nommés. On en parle au cours de cette émission. La santé, bien évidemment, le coronavirus va nous intéresser. Le Cameroun compte un peu plus de 11 000 cas confirmés, quelques 4 mois seulement après l'annonce du premier cas détecté au Cameroun. Les contagions croissent à la vitesse vertigineuse et selon les experts, le fait est normal. Plus les tests seront faits, plus on aura de contaminés. En face, on a le gouvernement qui rassure, tout est sous contrôle, une assurance qui fait tout de même pâlir au regard du relâchement dans l'observation des gestes barrières. On parlera également de musique en sortie de cette émission. Vous le savez, ce 21 juin se célèbre la fête de la musique, une célébration marquée cette année non seulement par la pandémie du coronavirus, mais également par le départ de certaines icônes camerounaises telles que Manu Dibango, Claude Ndam et autres, Ngueya Laroute. Et puis, en tour de table, nous reviendrons sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La décision du tribunal administratif réhabilitant la présidente du CPP et puis d'un tribunal à un autre, on ira dans celui de grande instance de Nanterre, c'est en France, qui a tranché vendredi dernier, permettant ainsi à la fille de Victor Fosso de procéder à l'inhumation de l'ancien maire de Pété Banjoun, ceci 2 jours seulement après le rejet de la demande d'autopsie. Ces sujets seront débattus tout de suite avec vous, maître Joseph-Claude Biliga. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Je voudrais dire bonjour à mon co-panéliste, jeune confrère que vous allez présenter tout à l'heure, à Denis Kwebo et à tous vos techniciens et à vous-même. Merci. D'un avocat à un autre, maître René Roger Bébé, vous êtes avocat et militant du PCRN, par ailleurs deuxième adjoint au maire d'Edea Premier. Vous êtes également membre du comité directeur national. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à mes copanélistes. Je salue mon confrère René Maître Biliga que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau. Bien évidemment, Denis Kwebo, bonjour, vous êtes journaliste, merci d'être là ce dimanche. Merci Oriane, et je dis bonjour à mes copanélistes et à tous ceux qui nous regardent à travers le pays et à l'extérieur. Comme annoncé, on va faire un tour de table déjà. Commençons par la bataille autour des obsèques de Fosso Victor. On sait, il repose désormais en paix dans le caveau familial. C'est au quartier Tsela, c'est à Banjoun dans la région de l'Ouest. Happy End, maître Biliga? Oui, je pense que non, le spectacle qui nous a été montré tout récemment par rapport au deuil de ce magnat de la finance n'est pas un bon spectacle, il est désolant. Malheureusement, il est récurrent. Il est récurrent parce que lorsque vous regardez en arrière, vous verrez que beaucoup de nos grands hommes d'affaires, lorsqu'ils meurent, généralement, la succession pose problème. Je ne voudrais pas citer, mais lorsque vous essayez de voir que ce soit Sopor, que ce soit l'ancien président de la Chambre de commerce, Ganke, c'est quoi? Tchanke. Que ce soit Tchanke, que ce soit... Bref, on a comme l'impression que même lorsque la succession est bien préparée, lorsque le père s'en va et les femmes et les enfants ne parviennent pas à s'entendre. C'est dommage.
Ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, c'est de dire que c'est bien qu'elle ait été enterrée dans la dignité. Et nous souhaitons tout simplement que la famille comprenne qu'elle n'a aucun intérêt à montrer ce spectacle désolant à la population. Il faut bien qu'elles s'entendent parce qu'elles ont laissé un homme qui était un homme de paix et qui doit pouvoir suivre ses traces. Maître Bébé, selon vous, le droit a été dit, tout va bien? Oui, il faut déjà dire que le problème ne se pose pas seulement quand il s'agit d'hommes fortunés. Ce sont des situations que nous rencontrons au quotidien. Mais sauf que ces situations sont généralement moins médiatisées. Voilà. Ici, le cas c'est beaucoup plus compliqué encore par le fait que, par le statut matrimonial de l'illustre disparu qui a laissé 25 veuves et 120 enfants. Donc c'était pour compliquer encore la chose et la rendre explosive. Maintenant, s'agissant du droit qui aurait été dit, oui, le droit a été dit et me semble-t-il très bien dit. Parce que j'ai eu le privilège de lire dans son intégralité la décision rendue par le tribunal de Nanterre et les motivations de la décision sont convaincantes. Parce que le juge repose sa décision en désignant Madame Laure Forceau, épouse Nditap, comme celle qui serait chargée de l'inhumation de l'illustre disparu, sur le fait qu'elle a été la seule à avoir assisté le défunt dans ces derniers moments. C'est-à-dire qu'il y a eu des témoignages des médecins en France et au Cameroun qui ont attesté par écrit que durant tout le suivi médical de M. Forceau Victor, il était en contact permanent avec sa fille, Laure Forceau. Et puisque ce dernier n'a donc pas laissé, M. Forceau n'a donc pas laissé de volonté, et qu'il fallait maintenant que la justice se démêle à trouver celui qui devait être chargé des obsèques, on a donc procédé en recherchant quelle aurait pu être l'intention du défunt. Et naturellement, selon la jurisprudence déjà assise sur la question, il fallait rechercher, parce que généralement on tend vers, on essaie de remplacer la volonté de l'époux, du conjoint disparu par son épouse. C'est-à-dire qu'on se dit que s'il est décédé, c'est son épouse qui peut mieux savoir ce qu'il pensait. Or, ici, il a laissé 25 épouses. Et il était donc difficile, voire impossible, de trouver l'unanimité au sein de ces 25 épouses. On a donc recherché comme ça, à travers qui pouvait être la personne la mieux. Qui était à ses côtés. Voilà. Et c'était donc l'épouse Nditap. Denis Kwebe, on vous sait très traditionnaliste. Vous êtes vraiment ancré dans la tradition davantage dans la région de l'Ouest. Selon vous, quand un patriarche comme Forceau Victor décède et qu'on assiste à ce genre de spectacle, c'est un mauvais présage, c'est une... Comment comprendre cela? Que retenir? Bon, disons que notre tradition ne connaît pas la notion de patriarche. D'accord. Donc, dans la tradition de l'Ouest, il n'y a pas un titre de patriarche, et ça n'existe pas dans l'ordre hiérarchique traditionnel. Si vous permettez que j'en parle, j'aurais voulu être réservé sur la question depuis la semaine dernière. Ce qui s'est passé avec le père Forceau est contraire aux us et coutumes de la région de l'Ouest, entièrement contraire. D'abord, les femmes ne creusent pas la tombe, que ce soit vos filles, que ce soit vos épouses, elles ne creusent pas la tombe, elles ne participent pas, et elles n'enterrent pas aussi. Donc, que ce soit vos filles ou vos épouses, elles n'enterrent pas dans notre tradition. Donc, c'est tout le contraire. Et ça peut renvoyer à beaucoup de choses qui sont des artifices trompeuses dans la vie. Il y a des gens qui sont des grands chefs, on dit tel est un très grand chef, il est un très grand notable. Et au moment crucial, parce qu'il y a chez nous les deux moments cruciaux, c'est la vie et la mort. Donc à la mort, on découvre que ça ressemble un peu à un château de cartes. Un château de cartes parce que quand vous avez bien vécu, vous prenez un certain nombre de dispositions. Quand on dit bien vécu, ça veut dire que vous avez eu un certain âge. Vous avez eu le temps d'avoir des amis, les vrais. Vous avez eu le temps d'avoir des confidents, les vrais confidents. Vous avez le temps de construire, pour le père Forceau, c'est quand même une personnalité politique, c'est une personnalité du monde des affaires. Et il est quand même surprenant que parmi tant de monde, tant de courtisans, tant d'amis, tant de soutien, que ce soit à l'intérieur du régime ou dans l'appareil traditionnel, il n'y ait jamais eu personne pour avoir la dernière parole en ce qui concerne son animation. Donc ce n'est pas bon. Pour dire que lorsque nous vivons, et c'est valable pour tous les Camerounais, pour tous les citoyens, il faut toujours
prendre un certain nombre de dispositions. Maître faisait bien de savoir, d'indiquer qu'on parle du père Fosso parce que c'est une personnalité. Et rien à voir avec la polygamie, rien à voir avec le fait qu'il ait eu 125 enfants. Je connais des familles de 2 enfants qui ont gardé le corps des parents à la morgue pendant des années. Ils sont en conflit, 2. Il y en a qui, je connais ici à Douala, une veuve et son fils qui sont restés au tribunal pendant longtemps. Donc ça n'a rien à voir, ça a à voir avec le rapport que nous avons au matériel, le rapport que nous avons à l'argent, le rapport que nous avons à la vie et à la mort. Tel que vous vivez, vous mourrez également. Donc si vous n'avez pas... Il ne faut pas dire que tout allait bien, tout n'allait pas bien. Si tout allait bien, on n'allait jamais arriver à cette situation de fait. On peut aussi dire qu'à une époque, quand on parlait du père Fosso, ça renvoyait, n'est-ce pas, à son fils, c'est emblématique. Donc, qui avait une certaine aura, qui avait une mainmise sur pratiquement le patrimoine. Quand il dit mainmise, c'est-à-dire que c'est un contrôle au sens propre du terme. Peut-être que l'emprisonnement de M. Fosso a déstabilisé complètement l'Empire Fosso. Je suis sûr que s'il était libre de ce mouvement, on n'aurait pas assisté exactement à la même scène. Donc, on dit chez nous au village qu'il n'y a pas eu d'homme dans la maison, il n'y a pas eu de garçon dans la maison. S'il y avait garçon dans la maison, s'il y avait homme dans la maison, on n'aurait jamais assisté à cette scène. Alors, on précise qu'il a été élevé à la dignité de commandeur du mérite agricole. On parle maintenant du tribunal administratif du centre qui vient de réhabiliter la présidente du CPP. On se souvient que c'était le 17 juillet 2018 que Samuel Titafone, ex-membre, était nommé président de cette formation-là. Denis Kwebo, selon vous, certains ont estimé que la justice a débouté le MINAT. Vous êtes de cet avis-là? Bon, il y a des juristes sur le plateau, mais moi je suis... Je commence par vous. Je suis par ailleurs militant politique et je comprends souvent bien les choses qui ont trait à la politique. Surtout lorsqu'il s'agit d'interpréter certains actes judiciaires ou administratifs. Bon, dans la casquette de journaliste, on n'a jamais nommé, il n'y a pas un acte qui nommait un autre président à la tête du CPP. Quand il nommé, l'acte de nomination, ça renvoie à quelque chose de précis. Il y a eu un communiqué, une note ministérielle qui prenait une position administrative sur des questions qui concernent certaines formations politiques. Quoique ça, c'est pour ce qui s'est passé. Et l'interprétation que je souhaiterais voir, même de tout le monde, en rapport avec la décision du tribunal administratif, c'est de voir que quand l'état de droit n'est pas un état de fait, l'état de droit, quand il n'est pas un état de fait, est un état, est une construction. Et les décisions comme celle-là participent à l'expression et la manifestation de l'état de droit. De plus en plus, au Cameroun, on va s'acheminer vers des situations où la justice aura à trancher lorsque les citoyens ne sont pas d'accord. Moi, je préfère qu'on situe cette décision de justice-là dans ce cadre. Parce que, à vouloir chercher l'élément politique en termes de qui a gagné, qui a perdu, on peut même limiter le courage de ces juges administratifs-là. Il faut que nous considérions que le tribunal administratif existe au Cameroun désormais et qu'il rend des décisions, n'est-ce pas, qui ne venaient pas avant. Quand on avait passé le tribunal administratif, là, il fallait à la chambre administrative de la Cour suprême, ça prenait le temps que ça prenait. Désormais, je constate qu'il est possible, lorsque vous vous sentez lésé par un acte administratif, après le recours gracieux et préalable, de vous présenter chez un juge administratif qui tranche. Donc, moi, je ne voudrais pas avoir une interprétation autre que celle qui consiste à prendre acte de ce que l'état de droit va aller en se consolidant davantage dans notre pays si les citoyens sont résolus à y adhérer tous. Donc, il n'est pas question de désaveu de qui que ce soit. Ça, c'est une opinion. C'est une opinion. Dire que c'est un désaveu, c'est une opinion. Chacun peut y aller de son opinion. Les commentaires
bon, je ne sais pas si les commentaires se font de cette façon lorsqu'il y a des décisions de justice. Moi, je préfère l'attitude qui consiste à encourager les juges qui ont pris cette décision à faire de même lorsque demain, ce sera moi, vous ou un autre. Ce sera le citoyen lambda. Parce que si on veut dire qu'on a désavoué tel ou tel a perdu, ça peut empêcher aux autres juges d'avoir toujours le courage de dire le droit. Maître Bébé, pour ne pas revenir exactement sur ce que Denis Kouébou dit, le fait est tellement applaudi qu'on a du mal à comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'au Cameroun, on fait la justice sans rendre justice? On a du mal à comprendre. Faire la justice. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, chez nous, la justice n'est pas juste, si vous voulez? Ok. Je suis d'accord avec Denis qui dit qu'il faut saluer le courage des magistrats qui rendent de pareilles décisions. Mais on ne peut pas complètement évacuer la dimension politique de l'affaire. C'est un dossier que je n'ai pas suivi, que je ne connais pas très bien. Mais s'agissant des nominations, évidemment, il ne relève pas des compétences du MINAT de nommer les responsables à la tête des partis politiques qui s'organisent et fonctionnent comme ils veulent. Cependant, on a noté une fâcheuse tendance au Cameroun, n'est-ce pas, qui est celle de l'intrusion du MINAT dans le fonctionnement des partis politiques. Il n'a pas raison, il gère le territoire. Les partis politiques sont sur le territoire. Oui, mais il y a une manœuvre. Sans prendre un acte nommant un responsable de parti politique, on est habitué, lorsqu'il y a des velléités, des factions dans un parti politique, on est habitué à voir le MINAT adouber une faction et conforter donc cette faction dans le leadership du parti politique. C'est cette manœuvre qui a en quelque sorte entraîné la déstabilisation d'un grand parti de l'opposition tel que l'UPC. Et c'est cette manœuvre également qui a eu lieu au sein du CPP. Donc que la justice vienne aujourd'hui à rendre cette décision, elle met les pendules à l'heure. Et nous pensons donc que la justice a fait son travail. Maintenant, est-ce que la justice, Denis dit qu'il ne faut pas encourager de telles analyses de peur de rendre les magistrats plus frileux? Non, les magistrats ne doivent pas rendre des décisions au gré de l'opinion, c'est-à-dire au gré de ce qu'on va dire. Les magistrats doivent rendre des décisions sur la base du dossier qu'ils ont et du droit en vigueur à ce moment précis. Joseph-Claude Biliga, justice aux ordres? Certains estiment que la justice est aux ordres. Non, le problème en fait c'est que nous parlons d'un problème qui existe depuis longtemps. La justice a rendu des décisions en défaveur de l'État. Chaque jour on les rend. Sauf qu'il n'y a pas cette publicité. D'accord. C'est-à-dire que ce soit, j'étais dernièrement sur un plateau avec un confrère qui était au Cameroun qui disait que le Conseil constitutionnel ne peut pas annuler des élections. Et nous étions en train de lui dire, mais non. Récemment encore, on a annulé des élections législatives dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, contre le parti au pouvoir, qui était le RDPC. C'est-à-dire que les magistrats rendent des décisions. Le tribunal administratif rend des décisions, condamne l'État tous les jours à payer des dommages d'intérêt, à annuler des décisions. Je ne fais pas une publicité, mais il y a un journal qui fait généralement dans des chroniques judiciaires, lisez-le. Vous avez trouvé des décisions rendues d'une manière courageuse par des magistrats tous les jours contre l'État. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle encore lors des années de Braise, avec un magistrat qui aujourd'hui est un haut magistrat à Yaoundé, on avait dit ce jour-là qu'il avait humilié un ancien ministre de l'administration territoriale, je crois Anzé Tchungi, dans le cadre des procès, je crois rentrer dans le cadre des procès, qu'on appelle ça, des procès, oui, de la liberté de la presse, des procès, Monga et autres. Tu te rappelles très bien. Donc, il y a des gens qui ont été rendus. Il y a des gens qui prennent des décisions, je n'appelle pas ça de courage. Le seul problème, c'est que ces décisions ne sont pas toujours connues de tout le monde. Donc, lorsque aujourd'hui, un juge rend une décision dans le cadre du procès de CPP, de CPP, on dit qu'il a fallu du courage. Non, il n'y a pas fallu de courage, il a fallu lire le droit, et il a lu le droit. Pas besoin de beaucoup célébrer. S'il vous plaît. Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer l'optimisme. Vous comprenez? On ne peut pas dire que tout est blanc
dans notre justice, non, notamment en ce qui concerne le pouvoir. Quand mon excellent confrère René parle de l'annulation des élections, l'impression, puisque nous parlons d'impression, l'impression qui se dégage, c'est que même si ici et là, on a eu à annuler des élections, là où le parti RDPC avait gagné, allié au pouvoir, n'est-ce pas, c'est qu'on avait l'impression que ces annulations ne modifiaient en rien l'équilibre des forces. Vous comprenez? Donc, on ne pourrait pas imaginer l'annulation des élections, même si les cas d'annulation sont avérés. On poursuit. Et pour cela, on peut questionner également la composition du Conseil constitutionnel. On parle de la crise anglophone maintenant. On ne peut pas exagérer l'optimisme. Merci, Maître Bébé. On parle de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à présent au cours d'une opération dénommée Widi Bali. Des séparatistes et des gendarmes, et un gendarme a été tué. On parle aussi d'un important matériel saisi cette semaine et quelque temps avant, c'était dans la zone de Bafout, toujours dans la région du Nord-Ouest. Denis Kwebo, va-t-on vers une accalmie dans la région du Nord-Ouest précisément? Quand une guerre qui a les allures de celle qu'on a dans le nord et le sud-est, quand elle se déroule, il y a plusieurs niveaux de résultats. Plusieurs niveaux de résultats qui ne peuvent pas nécessairement renvoyer à ce que la fin c'est demain ou après-demain. Toujours est-il que au début de la crise, sur le plan des opérations, on avait le sud-ouest du Cameroun qui était touché à 87% par l'insurrection, alors que le nord-ouest, à peu près, c'était 13%. Il y a eu une inversion de tendance où c'est tout le nord-ouest qui s'est embrasé par la suite, alors que la situation était pratiquement bien maîtrisée. Quand on dit bien maîtrisée, ça veut pas dire qu'il y a eu la fin, mais elle était plutôt bien maîtrisée au sud-ouest. Et on observe depuis un certain temps que les forces de défense prennent pratiquement le dessus sur la zone nord-ouest. Et cette partie est plus ou moins se pacifie de plus en plus. Je constate seulement que le début de cette inversion de tendance coïncide avec l'arrivée du nouveau commandant de la région, de la 5e région militaire interamée, Valenka. Depuis son entrée en zone, la situation militaire a pratiquement changé sur le terrain. Je préfère m'arrêter là pour que ceux qui analysent se demandent qu'est-ce qui a pu se passer pour que, du jour au lendemain, sans qu'on ait bouleversé tout le dispositif, la situation change. Vous êtes du même avis, Maître Bébé? Oui, je partage un peu l'avis de Denis. Bon, peut-être à cela, il faudrait également ajouter l'irruption de la pandémie qui a fait en sorte que les uns et les autres se calment un tout petit peu. Maître Joseph-Claude Biliga, accalmie dans la région du Nord-Ouest? C'est le souhait de tout le monde, c'est le souhait de tout le monde, mais moi lorsque je regarde les images tous ces derniers temps-ci, ça ne montre pas tellement de l'accalmie, ça montre que l'État a décidé d'aller un peu plus loin. Parce que pendant longtemps, l'État a dit non, nous sommes dans le dialogue, on demande à nos compatriotes qui sont garés de déposer les armes afin que nous puissions discuter et aller on a créé des camps de désarmement, de mobilisation pour former nos jeunes frères, nos jeunes enfants pour qu'ils rentrent dans la République. Mais lorsque ça persiste, il faut bien qu'à un moment donné, que l'État montre qu'il a les moyens. Et tout le monde le sait, l'État a les moyens de pouvoir arrêter cette guerre. Mais si l'État rentre dans cette mouvance, c'est-à-dire en utilisant des gros moyens, on va parler de génocide, on va parler des choses, etc. C'est pour cette raison qu'on privilégie le dialogue. Et je pense que c'est la meilleure étape. De temps en temps, on nous dit quand même, écoutez, si vous refusez le dialogue, nous savons où vos armées sont, donc nous connaissons vos camps. C'est quand même aussi facile que ça. C'est-à-dire le Cameroun n'est pas un grand pays au point où si vous êtes dans un village, on ne sait pas que ici il y a un groupe d'entraînement, on le sait. On le sait, mais parfois on se dit il ne faut pas utiliser les grands moyens pour pouvoir anéantir ces compatriotes-là. Je terminerai quand même pour dire que lorsque la justice fait son travail, il faut avoir l'honnêteté, même nous qui sommes de la justice, de dire le travail est bien fait. Ne donnons pas l'impression à chaque fois que
parce qu'on est homme politique, la justice est faite en faveur forcément de l'NDPC. Mais on a déjà passé le sujet. Madame. Je vous propose, non, il faut qu'on avance, Maître Bébi, il faut qu'on avance. Parce qu'on ne peut pas gagner une guerre asymétrique. L'État n'a pas les moyens de gagner la guerre au nozo. C'est une guerre asymétrique. On ne gagne jamais une guerre asymétrique. On ne la gagne pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça se gagne. On finit. Non, ça se gagne. En combien de temps et à quel prix? Non, vous parlez du temps et du prix. Oui. C'est pour cette raison que je dis que l'État ne veut pas mettre du prix. Il ne veut pas tuer. On ne la gagnera donc pas. Non, mais l'État est en train de le faire d'une manière progressive. Lorsque vous voyez les armes qu'on met, les gris-gris qu'on récupère auprès des personnes, on sait où ils sont. Vous imaginez bien que l'État connaît très bien avec les drones. Il a fallu 4 ans pour les mettre hors d'état de nuire avec les méthodes douces. Il a fallu 4 ans. Très bien, messieurs. Abordons le premier thème de cette émission. Paul Biya, le président de la République, a signé lundi dernier des décrets portant nomination du secrétaire général et des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la magistrature. Maître Joseph-Claude Biliga, je voudrais qu'on commence par l'aspect didactique. C'est quoi le Conseil supérieur de la magistrature? Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une instance constituée des députés, constituée des membres de la Cour suprême et constituée des personnes qui n'appartiennent pas à la justice de manière générale. Ces personnes, les premières, c'est-à-dire les 3 personnes qui sont élues, qui représentent l'Assemblée nationale, sont élues au sein de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui propose sa liste au président de la République. De la même manière, au niveau des magistrats, c'est la Cour suprême qui choisit ses membres et communique au président de la République. Lui, il ne choisit qu'une seule personne, c'est-à-dire une personne titulaire, qui est dans le cas de PC, monsieur l'ancien gouverneur Konona. Et il y a son suppléant qui est l'ancien ministre Amadou Ali. Ce Conseil constitutionnel a pour rôle d'assister le président de la République dans le cadre de sa gestion en tant que responsable de la magistrature. Voilà, le terme, je vais vous le retrouver tout à l'heure. Et c'est donc cela. Il donne des avis pour tout ce qui concerne les actes concernant la magistrature de manière générale. Il donne des avis lorsqu'il s'agit, par exemple, de recours en grâce. Il donne des avis au niveau de la promotion des magistrats de leur affectation, et naturellement des sanctions des magistrats du siège. Voilà grosso modo, on peut encore dire deux autres petites choses, mais voilà grosso modo le rôle du Conseil supérieur de magistrature, qui est un organe que l'on dit généralement consultatif, qui donne des avis au président de la République. Voilà ce que je peux dire en 2 mots. On observe quand même, depuis cette nomination-là, un grand remue-ménage. Qu'est-ce qui peut justifier cela, Maître Bébi? Oui, déjà je dirais que pour moi, la personnalité qui a été nommée à la tête de ce conseil, notamment le magistrat Abel Miko, c'est un magistrat... Pas à la tête, au secrétariat. Oui, disons, si je détache, oui. Oui, parce qu'à la tête, c'est le chef de l'État. Oui, disons. C'est un magistrat que nous connaissons très bien, qui est quelqu'un de bien. C'est un travailleur, il est compétent, intègre, et nous pensons qu'il va apporter une impulsion nouvelle, pour autant qu'il aura, si d'aventure, les mains lui sont laissées libres pour travailler. Nous pensons qu'il peut impulser une nouvelle dynamique dans cet organe. Il y a la polémique qui a été élevée par mon ami l'honorable Nietzsche, s'agissant du tribalisme dans les désignations. Il a déploré le fait qu'il n'y avait pas de ressortissants de l'Ouest dans cette instance. Oui, vu comme ça, il n'a pas tort, parce qu'effectivement, il n'y a aucun Bamileke dans l'instance. Mais l'équilibre régional voudrait-il que dans toutes les instances, toutes les tribus du Cameroun soient représentées? On ne peut pas le faire. Parce que par ailleurs, on trouvera des instances où siègent des Bamileke et pas d'autres ressortissants d'autres régions. Voilà. Mais moi, je voudrais beaucoup plus insister sur la promotion d'une de mes camarades, l'honorable Roland Ngoïsi, la très dynamique Roland Ngoïsi. C'est normal, vous êtes du PCRN. Bon, peut-être ça aussi, mais je voudrais vraiment être honnête et objectif. Je pense que, déjà, il faut souligner qu'elle n'a pas été désignée en tant que militante du PCRN. Et mon excellent confrère l'a très bien dit, c'est l'Assemblée nationale qui l'a proposé. C'est l'Assemblée nationale.
Voilà. Et il faut également souligner qu'elle n'y est pas parce qu'elle bénéficierait de l'aura de notre leader national, Cabral Libye. Non. On ne peut pas évacuer cela à 100%, mais il faut dire qu'elle a un parcours scolaire, académique, politique, associatif, qui fait que vraiment, elle est la bonne personne à la bonne place. Comprenez? Et puis, beaucoup de gens se sont élevés pour dire qu'il y avait des compromissions, qui ont vu des compromissions entre le PCRN et le RDPC. Beaucoup de gens estiment également que votre président est un peu perdu dans son harem. C'est-à-dire, on a... Non, on ne peut pas parler de harem. C'est le Popoli qui l'a dit. Non, on a d'un côté Nouran Foting qui a ses actions en solo. Oui. Et on a Honorable Ngoïsi qui est nommé et il se dit que votre président l'a écouté comme tout le monde à la radio. Oui, mais il est un peu perdu. Oui, mais il faut dire que Popoli dit des choses pour amuser. Popoli dit des choses pour amuser. Dites-nous des choses pour ne pas nous amuser. Mais dans un parti politique, madame, il est normal qu'il y ait des courants divergents. Ça dénote même de la vitalité du parti politique. C'est ça qui fait vivre la démocratie. Est-ce que vous avez entendu un jour que Nouran Força a été sanctionné? Vous allez nous dire, peut-être que... Jamais. Peut-être que vous pouvez... Le linge sale se lave en famille, vous ne voulez pas que ça... Ce qui serait une bonne chose par ailleurs, madame. Ce qui serait par ailleurs une bonne chose. Mais je voulais dire que cette dame est là parce qu'elle le mérite. Et Très puis, bien. ça prouve, sa désignation prouve aujourd'hui, parce qu'elle est trentenaire, prouve aujourd'hui qu'on peut être promu sans se compromettre au Cameroun. Merci. Par ailleurs, c'est une fonction qui n'a pas de salaire. Merci, Maître Bébé. Voilà. Denis Kobo, je vous ai vu sourire quand on a parlé de l'honorable Ninchu. Vous n'êtes pas d'accord quand il se plaint du fait qu'il n'y ait pas de Bamileke? C'est trop compliqué parce que, vous voyez, à un moment donné, tout à l'heure, quand on parlait du tribunal administratif, j'ai eu une position. Cette position que j'ai, qui va revenir partout, c'est une position qui est tirée d'expérience avec l'immense majorité des Camerounais. Quand vous demandez à Maître Béliga ce que c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, tel qu'il parle, ça évacue les autres débats. Donc si on s'en tient au rôle de ce Conseil, un rôle consultatif, toutes ces personnes-là vont aller à siéger, donner un avis. Ce n'est pas le vote. Ils disent, bon, nous on pense ceci. Et il y a une personne qui va prendre la décision. Alors moi, avec les autres Camerounais, alors on peut bien se demander si il y aura un débat par région, par tribu. Non, moi parce qu'il s'agit des magistrats. C'est pour parler des magistrats. La justice n'a pas de région. Moi, je pense que la question, on ne devait jamais évoquer. Si on évoque cette question-là dans un pays, ça commence à poser un problème. Quand on parle de la justice, ça s'appelle la justice. D'accord. Tant qu'elle est juste, on ne devait pas poser les autres problèmes. Par contre, lorsqu'on a des événements qui montrent que ce conseil peut siéger à tout moment, ce qui est en débat, ce qui est en discussion, c'est le contenu. Le conseil parlera de quoi? Tout à l'heure, il dit un journal annonce des sanctions éventuelles. Ouais. Ça, ce n'est même pas... Bon, j'ai failli attaquer mes confrères. Je dis qu'on n'attend même pas ça de nous en tant que journalistes. Si un tribunal siège, vous annoncez à la une d'un journal qu'il y aura un verdict. Mais le tribunal siège dans toutes les affaires, on va délibérer, il y aura un verdict. Donc si on va au Conseil supérieur de la magistrature, il y a des décisions qui seront prises. Et tel qu'on a indiqué les fonctions de ce conseil, on sait ce qu'on va... Il y aura des affectations de magistrats là-bas, à sortir de là. Il y aura peut-être une grâce présidentielle qui, quand ça vient à la fin de l'année, là, c'est des choses qui ont été discutées avant. Donc, c'est de ça qu'on va discuter. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que, personnellement, le Nam Nietzsche est dans son rôle. Il est député, il a ses préoccupations qui peuvent être les préoccupations de ses électeurs. Et nous, journalistes, on a des préoccupations qui doivent être les préoccupations du grand public. Le grand public a besoin que les magistrats soient promus. Je vois deux magistrats ici qui ne sont pas deux avocats, qui ne sont pas des frères du quartier d'un magistrat qui a été nommé et qui vous disent c'est un merci monsieur bien. Moi, ça m'enchante que ce ne soit pas... vous voyez, on n'a pas cherché à savoir si c'est leur cousin ou c'est leur oncle. Bon, quand ils le disent, il y a tellement de... Moi aussi, j'ai entendu dire partout que c'est un magistrat qui est bien. Comme il y a beaucoup de magistrats bien dans ce pays, il ne faut pas penser que parce que vous avez eu des milliards avec X ou Y, on peut penser que tout le corps de la magistrature... alors parce qu'on dit que les magistrats sont les plus corrompus.
Comment est-ce qu'ils sont plus corrompus que les journalistes? J'en sais rien. Les magistrats ne peuvent jamais. Oui, les magistrats ne peuvent jamais. Puisque nous, on est corrompus en public. Les magistrats ne peuvent pas. Peut-être qu'ils sont corrompus en cachette. Mais chez nous, vous voyez comment les gens mangent la nourriture, ils bagarrent devant tout le monde, devant les caméras. Et vous ne pouvez pas dire que les magistrats sont plus corrompus. Je dis que si, quand on veut discuter, parler pour que les Camerounais nous écoutent, mettons en avant les choses qui les intéressent. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qui peut sortir du bien de cette instance-là. Est-ce qu'il y a des affirmations qu'on attend depuis longtemps? C'est ça qui est urgent. Il y a des cours qui sont, on parle des congestions des tribunaux. On veut que ce conseil-là siège et qu'une solution soit apportée. Parce que les problèmes de la magistrature au Cameroun, essentiellement, ce sont les problèmes de la population. Parce que la magistrature est à notre service. Quand il y a des problèmes avec la justice, il y a des problèmes avec tous les citoyens. Donc tous les citoyens s'attendent à ce que, lorsque cette instance va se réunir, que des décisions soient prises pour décanter quand même l'atmosphère au pays. Il y a quand même, c'est tellement, ça étouffe. Je reste avec vous, Denis Kouébo. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose de caché derrière? Bon, dans mon village, on dit que lorsqu'il pleut, on dit qu'il a plu. Lorsqu'il fait soleil, on dit qu'il a fait soleil. Si ce n'était pas maintenant, on dirait il faudrait bien et l'Assemblée nationale vient d'être élue. Je dis que les élections législatives, c'était en février. Et quand on est en juin, à la session de juin, ce n'est pas encore tard pour avoir ce nombre de choses parce qu'il fallait considérer qu'on a convoqué le corps électoral. Je crois, sous le contrôle des autres panélistes, je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Par exemple, c'est la nomination, la désignation des représentants de l'Assemblée nationale ne peut pas se faire entre novembre et mars parce qu'il y avait une élection. Sorti de cette élection, il y a eu la session de plein droit qui a validé les mandats et autres. On peut dire que la première session réelle de la nouvelle législature, c'est celle qui est en cours et c'est normal que ça se passe maintenant. Je crois que ça peut être lié à ça et non au fait qu'il y aurait un calcul. Vous voyez que chez nous, chacun prend son stylo et regarde le curseur, on voit toujours, on lit, il paraît qu'on lit, j'ai entendu parler de lire l'heure. On lit l'heure, mais ce n'est pas important pour nos populations. Oui, vous pouvez intervenir. Pourquoi maintenant? Agenda politique derrière? On peut dire que le président, c'est lui qui est garant de l'indépendance de la magistrature. Il y a des gens qui ont beaucoup spéculé en disant pourquoi c'est lui. Vous allez nous expliquer dans le cours de l'émission, vous allez nous dire pourquoi c'est lui. Donc moi je dis que c'est lui qui est le garant de l'indépendance. C'est la seule personne qui a été élu au suffrage universel par l'ensemble de la population camerounaise. Les députés, bien qu'ils soient députés de la nation, sont élus dans des circonscriptions déterminées. Les conseillers municipaux également. La seule personne qui a la charge du pays, c'est le président de la République. Dans notre système, dans d'autres systèmes, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais dans d'autres systèmes, c'est comme ça que cela est dit. Et je dis qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que le Conseil supérieur de la magistrature ne joue pas un rôle. Il joue un rôle, en fait. Joue un rôle important. Les conseils, l'avis qu'ils donnent, généralement, il y a des discussions. Il ne faut pas qu'on dise qu'ils viennent juste pour et c'est pour cette raison que le rôle du secrétaire est important. C'est lui qui prépare le dossier. Il y a un secrétariat qui existe, qui prépare les dossiers, et avec à sa tête le secrétaire. Et si les dossiers sont bien ficelés, ça donne le travail plus facilement, ça rend le travail plus facile à ceux qui sont là. Lorsqu'il y a, par exemple, lorsque le Conseil supérieur siège en tant qu'instance de discipline, il y a des avocats qui arrivent en robe. C'est un tribunal, c'est-à-dire c'est pas de blague. Le président de la République joue le rôle du président du tribunal, mais il y a des avocats qui interviennent, les autres posent des questions, dont les autres jouent un peu le rôle d'assesseur, disons. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est pas une instance qui est la blague. Et moi, je voudrais quand même dire une chose qui m'embête un peu. Tout à l'heure, on a dit, mais le député est député de la nation, mais il se comporte de plus en plus comme un député d'une tribu. Et c'est pas bon. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. On l'a vu d'ailleurs à sa sortie lorsque le ministre de la Santé avait fermé, à tort ou à raison, la clinique d'un membre de RDPC. Mais il est y entré et les gens se sont demandé est-ce que s'il avait fermé des cliniques d'une autre personne, il aurait eu la même intervention. Je dis, nous avons des tribus ici qui sont minoritaires. Les Bododo ont besoin d'être défendus. Quand on apprend qu'ils ont été tués par dizaines dans le nord-ouest, les Pygmées ont besoin d'être défendus. Ce sont des personnes qui ne sont pas représentées à l'Assemblée nationale. Monsieur Nietzsche est mon député à moi. Parce que je suis de Douala 5e. Je suis à la circonscription électorale de Douala Est.
Donc, je m'attends à ce qu'ils viennent régler le problème de Sodicombo, qui, comme dit, s'est descendu ce col-là, Sodicombo, où il y a eu un pont qui s'est effondré, qu'il a regardé, mais pas les choses parce qu'il estime qu'il est un peu proche d'un frère, des frères et de la tribu, venir en parler. Moi, je crois que c'est pas bon. C'est pas bon pour notre cohésion. Et en plus, il faut quand même qu'on soit d'accord pour une chose. Sommes-nous pour l'équilibre régional ou pas? La loi dit, oui, nous sommes pour l'équilibre régional. C'est ça la loi camerounaise aujourd'hui. On essaie autant que faire se peut pour que chaque Camerounais se retrouve représenté à travers les personnes qui sont là. Demain, ça pourra peut-être changer. Mais d'un côté, lorsque ça arrange l'honorable directeur, il est pour l'équilibre régional. Lorsque ça ne l'arrange pas, il devient pour le mérite. Donc je veux dire, il faut faire très attention dans un pays qui est en construction. Nous sommes dans un pays en construction. Nous devons, par nos gestes, ne pas donner l'impression, nous devons éviter de donner l'impression que nous sommes partisans à partir de la tribu. Très bien. Maître Bébé, lorsqu'on sait l'importance que cette instance a dans notre société, 3 ans sans tenue de session, quelles conséquences? Oui, les conséquences sont très graves. C'est que vous avez des gens qui restent éternellement dans un poste et cette situation accroît le phénomène de la corruption, quoi qu'on dise. Parce que quand vous passez 5 ans, 6 ans, 7 ans à un même poste comme magistrat, forcément, des amitiés, des affinités se créent avec des justiciables que vous êtes censés juger. Et à partir de là, vous perdez un peu, je dis un peu de votre indépendance. C'est un fait. C'est pour ça que la mise sur pied de la réorganisation, la mise sur pied de la réorganisation de ce conseil, voilà, est une très bonne chose et arrive à point nommé. Mais je voudrais, à la décharge de M. Nietzsche, de l'honorable Nietzsche, dire quand même que, puisqu'il n'est pas sur le plateau, dire quand même que quand vous lisez son communiqué, à la fin, il se préoccupe quand même des anglophones. Donc il ne se focalise pas seulement sur les Bamileke, il parle également des anglophones. Comme on l'a dit, la justice n'a pas de région. Oui, mais le but n'était pas de parler de tout le Cameroun. Je veux dire que la question de la régularité du conseil, des réunions du conseil supérieur de la magistrature ne règle pas la question des gens qui font 6, 7 ans au même poste. Je crois qu'il faut, c'est ailleurs, il faut qu'on nous dise... Non, je veux dire que, maître, je ne suis pas juriste, mais personne ne nous dit dans la loi quelle est la durée d'un magistrat à tel poste. Il faut que ce soit clair. Vous voyez les diplômes. Quand vous voyez ici un ambassadeur camerounais en Europe ou aux États-Unis, il fera 25 ans. Mais on sait que chez nos amis qui sont d'ailleurs même en Afrique, même au Nigeria, là, c'est 3 ans. Quand vous êtes diplomate, un poste diplomate, pas ambassadeur, après 3 ans, vous allez ailleurs. Vous allez à 3 autres postes de votre choix, vous-même. Donc il faut que ce soit aussi comme ça au Cameroun. Il ne faut pas que, je dis que le rythme d'affectation des magistrats soit lié aux réunions du conseil, aux sessions. Il faut que la loi dise combien de temps on passe à un poste. Comme les enseignants, il y a des enseignants qui sont entrés dans un lycée, qui ont passé leur vie là-bas, qui ont eu à rester la même leçon tous les jours. Je ne suis pas aussi d'accord que lorsqu'un magistrat a un poste, il y a un risque d'accoutumance avec les usages. À moins que vous soyez la personne à venir tous les jours devant le même magistrat. Donc, je veux dire que tous les jours, le magistrat n'a pas les mêmes affaires. Il faut que les règles soient établies dans notre pays. Quand les règles ne sont pas clairement établies, on va laisser libre cours à un certain nombre de pratiques. Denis Kobo, selon Maître Bébé, peut-être qu'avec la longévité, il maîtrise certains dossiers. Avec les GSD des Camerounais, au Cameroun, si on dit que si le magistrat sait qu'à tout moment il va partir, vous savez que beaucoup ils vont liquider les affaires, c'est qu'on liquide les affaires, c'est-à-dire qu'il peut aussi rendre la justice de façon expéditive parce qu'il sait qu'il n'en a que pour 1 an. Ce qui fonde je dis que la légitimité de la loi, apparemment, c'est la sanction. C'est-à-dire que si on sait, je sais que je suis magistrat, si on m'affecte au TPI à Bonanjo, j'en ai pour 2 ans ou pour 3 ans, ça, je ne vis pas avec la peur que la session, il y a une réunion et je serai amené à partir, puisqu'on est amené à partir normalement. Vous n'avez pas résolu le problème des magistrats qui ne travaillent qu'à Yaoundé et Douala. Il y a des magistrats qui n'ont jamais été affectés en dehors du Douala et Yaoundé. Est-ce que la session du Conseil supérieur de la magistrature va résoudre ce problème? Il y a même des postes juteux pour magistrats
au Cameroun, est-ce que ces questions-là sont adressées? Donc, à la veille d'une réunion du Conseil supérieur de la magistrature, ce sont des questions comme celle-ci qui doivent être sur la place publique pour que nous, on en parle. Ce n'est pas de savoir si ce qu'on a nommé au Conseil, quand tout à l'heure je parlais du fait que c'est un rôle conciliatif, ça veut dire que les gens sont là pour donner des avis techniques. Et ça n'a rien à voir avec l'origine du magistrat qui aurait un problème. Dès qu'on amène les considérations subjectives, on est en train de travestir justement le rôle même de la loi et du juge. Et si vous permettez, et pour étayer mon propos, cette semaine, je ne sais pas, on n'a pas mis au programme, on a vu un journaliste convoqué dans le bureau d'un citoyen. Ce n'est pas un débat de Nikoubou. Non, on parle du Conseil supérieur de la magistrature. J'ai dit qu'on a un magistrat, un journaliste, qui est convoqué dans le bureau de son patron. En même temps, le procureur arrive au bureau. On fait déshabiller un citoyen devant le procureur. On le fait déshabille. Attendez, passons pas de la loi. On le sort de là, on fait venir les gendarmes. Ça sont les hommes de droit. On fait venir des gendarmes avec plusieurs véhicules de l'État. On insulte le journaliste sans chaussures. On le montre sans chaussures. On l'amène à la gendarmerie. Il passe une nuit. Près de 20 heures après, on débarque à la gendarmerie avec une plainte. Parlons de la loi. Je parle de la loi. Oui. Alors, j'ai essayé de faire l'analyse comme ceux qui aiment faire ce type de... Moi, ça ne m'arrive que très rarement ou jamais dans ma vie. Toutes les personnes impliquées dans ce forfait en pleine capitale politique sont de la même région. Alors, on accuse les gens, on va les accuser de tribalisme au préjudice de qui? Puisque toutes les personnes, pour ceux qui aiment lire de cette façon-là, toutes les personnes impliquées, appelons ça pour caricaturer, sont du même quartier. Mais on a bien compris. Mais je viens. Il ne s'agit pas des régions. Si ça avait été, pour sortir, si c'est Denis Kouébou qui avait été embastillé ainsi, imaginez-vous ce qu'on aurait dit. On aurait vu que les pick-up qui sont venus sont d'ailleurs, que ceux qui me convoquent sont d'ailleurs, que le procureur qui assiste à l'humiliation est d'ailleurs, et que Denis Kouébou aussi est d'une certaine région. Donc, il ne suffit plus que celui qui va au Conseil supérieur de la magistrature là, soit de l'Ouest ou de l'Est, pour aller défendre les droits. Le droit, c'est le droit. La loi, c'est la loi. La justice devait être la justice. Très bien. Maître Bébé, en une minute avant de tous militer pour qu'il en soit ainsi. D'accord, merci. Oui, je voulais dire que je n'enlève pas grand-chose à la pertinence du propos de Denis, mais on ne peut pas contester le fait que, et il le dit bien à sa décharge, qu'il n'est pas un habitué du monde de la justice, du monde du droit. Mais pour nous les habitués, pour nous les pratiquants, nous savons que quand un magistrat, ou même un fonctionnaire, quel que soit ça, met très long à un poste, il perd un peu de son indépendance parce qu'il s'habitue à tout le monde. Ça, c'est une vérité. Entre autres conséquences, vous avez le fait, entre autres conséquences, de l'inertie du Conseil supérieur de la magistrature, la non-convocation du Conseil supérieur de la magistrature, que vous avez des auditeurs de justice qui sortent de l'ENAM et qui passent 2 ans, 3 ans, 4 ans à la maison sans être déployés sur le terrain. Entre autres conséquences. Ils perdent la main, effectivement. Et quand on les nomme, il n'y a pas de... Maître Biliga, la longévité est synonyme de compromission, de complicité avec les justiciables ou alors maîtrise des dossiers. Et on sait que si on enlève un point ou une virgule ici, on condamne X ou Y. Sur un autre plateau, j'ai appris que la longévité fait que les mauvais magistrats vont rendre de mauvaises décisions. Et j'avais répliqué en disant les bons magistrats vont continuer à rendre de bonnes décisions. Donc en réalité, non, je pense que l'idéal, c'est qu'il y ait des mouvements dans tous les corps, la justice, le corps médical, partout. C'est important que les Camerounais puissent pouvoir aller travailler partout où le devoir les appelle. Et dans la magistrature également, cela est nécessaire. Et je pense que cela se fait. Peut-être que 3 ans, on ne l'a pas fait.
peut-être qu'on le fera bientôt. C'est pas ça la question. Alors maintenant, la question, c'est la conséquence. Non, j'ai répondu à votre question. Pour moi, c'est pas une conséquence. Parce que même avec la longévité, on est un bon magistrat, c'est un bon magistrat. Moi, je donne un exemple. Tout à l'heure, je parlais à l'entame de ce débat d'un magistrat qui avait condamné, enfin, qui n'avait pas condamné, mais qui avait débouté. Il est procureur général dans une cour d'appel depuis combien d'années? Il y a eu combien de conseils supérieurs de magistrature qui ont eu lieu? Parce qu'il ne faut pas penser un seul instant que le conseil municipal, lorsqu'il y a un conseil supérieur de magistrature, il y a nécessairement mutation de tous ceux qui sont là. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans et qui ont subi 2 ou 3 conseils supérieurs de magistrature. Donc je veux dire que ne soyez pas, donnez pas l'impression que chaque fois qu'il y aura conseil supérieur de magistrature, ce que tu considères comme étant les gens qui sont là depuis longtemps vont changer. On peut toujours les maintenir si on estime que le travail. C'est là que j'aime vraiment dire que c'est ça que je dis que le grade appartient à l'individu, au fonctionnaire, la fonction appartient à l'État. L'État peut bien décider que même si je fais 10 conseils supérieurs de la magistrature, 6 sessions, je veux maintenir cette personne à ce niveau parce que je pense que cette personne est mieux à l'endroit là où elle est. Oui, nous disons que c'est bien que les jeunes puissent être intégrés, les auteurs de la justice, mais je l'ai également expliqué. Même si aujourd'hui, ceux qui n'ont pas été intégrés en 2017, parce qu'il y a eu le Conseil supérieur national en 2017, donc ils ont été intégrés. Ils n'ont pas été en 2018-2019 parce que ça fait 2 badges, pas plus. Lorsqu'ils seront intégrés, on va tenir compte du jour où ils devaient être intégrés. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas intégrés au même moment que ceux qui sortent aujourd'hui. On va dire l'intégration de 2018 avec ce que cela comporte. Voilà, ça est fait à compter de 2018. Donc en réalité, le risque est qu'ils perdent un peu la main. Mais je sais que généralement, vous le savez également, tu le sais autant que moi, les jeunes auditeurs de justice, certains ne sont pas, ils viennent parfois au tribunal. Ils viennent assister avec les magistrats, ils parviennent à être là présents. Ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que dès que le jeune finit son formation, qu'il soit déployé. Mais il peut arriver qu'il ne soit pas déployé, cela ne doit pas l'amener. Comme d'ailleurs, il y a même les élèves, les enseignants qui sortent des écoles, qui font même des concours, font 2 ans sans avoir de réponse. C'est des choses qui doivent être améliorées. Sauf qu'il y en a qui quittent la ville et rentrent au village où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juridiction. Ils vont travailler dans les champs. Oui, ça c'est vraiment, je dis, nous sommes tous d'accord sur un fait, il faut que ça s'améliore. Et c'est ça l'état de droit qui doit s'améliorer de cette manière-là. Nous sommes d'accord. Mais je dis que ne trouvons pas ça comme prétexte pour que ceux qui finissent, au lieu de rester peut-être en ville, venir dans nos cabinets, aussi ils peuvent travailler dans nos cabinets, on peut les aider. On a eu à former les magistrats dans nos cabinets. Voilà, ils viennent. Au lieu de aller rester au village, ils peuvent venir en se disant, ok, je me perfectionne en attendant qu'on m'appelle pour prendre fonction. Contexte sanitaire aidant, Denis Kobon peut dire que le Conseil supérieur de la magistrature est sorti du confinement. Sinon, quelle est l'analyse que vous faites davantage traitée par la presse? Parce qu'on a vu Cameroun Tribune qui a dit que c'est du 109 donné par le président de la République, pendant qu'en face, le président est sorti de son réveil. Cameroun Tribune dit qu'il y a du 109. Alors qu'ils n'ont jamais dit qu'il y avait du sang vieux. Donc ça, c'est pas aussi du journalisme. C'est juste, je crois que on appelle ça, dans le jargon journalistique propre, les répéteurs. Répéter les choses. Le travail est fait lorsque par nous-mêmes, nous parvenons à pointer du doigt un certain nombre de choses, des dysfonctionnements dans la société. Le travail n'est pas fait si, au détour d'une convocation d'une session ou d'un décret, chacun va dire, un décret ne peut pas être commenté de la même façon par tout le monde. Ça, c'est la diversité des opinions et des analyses. Et notre société, je veux dire que Paul Biya est président depuis 38 ans pour cela. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des gestes et faits répétés de l'ensemble des citoyens, chacun dans son rôle, c'est-à-dire que quand on est opposant à Paul Biya, tout le monde peut savoir ce que nous on va dire. Le président va dire la même chose à chaque décision, chaque décret, la même réaction, le même comportement, la même lecture. Et ceux qui sont en face au pouvoir, ils diront la même chose. Et on peut, si bien avait un peu de force physique encore, il peut faire 20 ans là. Parce que nous va répéter, on est comme des mouches qui veulent traverser la vitre, qui viennent se cogner la tête là et qui y restent. Il faut réinventer notre façon d'aborder les problèmes de notre pays. Je dis que quand on convoque une réunion, je veux dire quand on nomme des membres du Conseil supérieur de la magistrature, il y a des citoyens qui ne savent pas ce que c'est que le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut qu'on leur dise ce que c'est.
Ils en parlent sans savoir ce que c'est. On dit aux citoyens ce que c'est que le Conseil supérieur de la magistrature. Quel est son rôle? S'il y a une session qui se tient demain, quelles sont les décisions éventuelles qui peuvent être prises? Voilà ce que le citoyen veut savoir. Et il va apprécier. Donc, ce n'est pas le fait que, encore que le fait est fait. On a déjà désigné, par exemple, les représentants de l'Assemblée nationale. Les députés à l'Assemblée nationale auraient pu poser le débat à l'Assemblée sur qui va nous représenter éventuellement au Conseil supérieur de la magistrature. Ce débat n'a jamais eu lieu. Un beau matin, quand on nous dit qu'on a choisi, alors ils ont été choisis quand? Où? Comment? On n'a jamais dit comment ils ont été choisis. Selon quel arrangement? On ne sait pas comment ils ont été choisis. Selon quelle procédure? Selon quelle procédure? Et le fait, alors pour parler même des équilibres, s'il y avait une procédure claire de désignation de ces membres, quel que soit l'organe qui vous désigne, on aurait pu tenir compte d'un certain nombre de choses. Parce que quand l'Assemblée nationale désigne ses membres, l'Assemblée ne prend pas en compte le fait que telle autre personne doit être désignée. Donc, il n'est pas possible en temps réel de savoir qui a déjà été proposé ou et qui n'a pas été proposé. C'est comme ça que, ouais, que au lieu de, il ne faut pas seulement sauter sur l'occasion et commencer à lire n'importe. Il faut se demander comment est-ce que ces décisions-là se prennent. Alors, au moment où il fallait poser les problèmes, il fallait les poser. Aujourd'hui, le Conseil va se tenir. Éventuellement, ça peut arriver à tout moment. Les citoyens doivent s'exprimer sur leurs attentes. Et nous, est-ce que nous, on exprime sur les attentes? Non, nous, on n'a pas exprimé nos sentiments. On a exprimé les attentes des justiciables. On dit, quand il y a des gens qui... on voit les renvois. Les gens disent fantaisistes. Je ne parle pas de renvois fantaisistes devant les tribunaux. Les renvois systématiques. Pourquoi? Parce que si j'étais à la place des magistrats qui sont ici et là, je n'allais pas mieux faire. Vous ne pouvez pas rédiger, émettre. Vous ne pouvez pas rédiger 100 décisions de justice en une semaine. Alors, pour cela, il faut qu'il y ait des gens pour le faire. Donc, les citoyens doivent suffisamment s'exprimer, dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de magistrats au Cameroun. On s'attend à ce que... Parce que j'ai fait un jour une session de formation en dehors du Cameroun où on nous disait que l'endroit où il y a le plus d'injustice au monde, c'est dans le secteur de la justice. Et moi, je suis avec les magistrats dans l'arrière-pays. Il y a des gens qui sont perdus, les magistrats qui sont perdus ou abandonnés dans l'arrière-pays, pendant que d'autres ne font que voilà et quand on les punit, on les envoie à Bafoussam. Ça ne doit pas se passer. Oui, mais c'est inadmissible que... Bien sûr, je dis que quand on les envoie, oui, si on les a fait à Bafoussam, c'est la punition. Ne faut pas dire qu'on s'en va ou on les a à Yabassi. Et il y a des magistrats qui ne seront qu'à Douala et on dit. Quand même tout à l'heure que si on laisse quelqu'un à un endroit, c'est qu'on estime. Il faudrait bien que l'autorité qui nomme les magistrats nous dise pourquoi ce magistrat-ci doit être seulement ici, je veux dire, dans le Ofundi pendant 20 ans. Il faut qu'on sache pourquoi. Si ce n'est pas pour les besoins de la cause, les besoins de cause veut dire des causes contraires aux causes de la justice. Sinon, on donnerait la possibilité à n'importe quel magistrat, ayant la qualification identique à celle de l'autre, parce que je crois que le meilleur apprentissage, c'est chez les magistrats. S'ils font le tour du pays, ils auront une meilleure appréciation chaque fois que les cas se présentent. Mais si vous êtes habitué à Manjo, aux gens qui ont volé l'avocat, ou qui ont traversé, qui ont volé le manioc dans le champ de l'autre, ou le ndolé, vous n'allez pas être capable demain de juger des affaires qui concernent des grandes industries à Douala. Il faut que chaque magistrat apprenne. Et l'apprentissage, c'est qu'il ait eu la possibilité, comme je vois avec les militaires, qui passent de régiment en régiment ou de région en région pour apprendre à connaître même la diversité qui est nécessaire dans les meilleures appréciations des cas qu'on a sous la main. Il faut que ces problèmes-là se posent. Il faut que nous, on insiste sur les attentes des justiciables et aussi sur les attentes des magistrats qui, à 80%, ont leurs droits systématiquement bafoués. Je parle en connaissance de cause. Les magistrats vivent les pires injustices dans ce pays parce qu'il y a deux types. Le type urbain et le type, je veux dire, rural. Comme si on peut dire ça. Juste une seconde. Je voulais quand même qu'on rétablisse un peu la vérité par rapport aux nominations des magistrats, ou bien au fait que certains magistrats restent longtemps sur place. Il faut noter qu'il y a des postes qui sont selon les grades. Si vous pouvez être un magistrat, que vous êtes à Douala par exemple, et que vous êtes peut-être président du tribunal, lorsqu'on va vous nommer parce que vous avez dépassé le grade d'être président du tribunal première instance, on pourra vous nommer dans une grande instance, nécessairement, là où il y a une grande instance. Je ne sais pas, vous comprenez, on peut vous nommer dans le Mungo. Et si demain on vous nomme à la cour d'appel, nécessairement, vous n'irez jamais
vous irez forcément dans les 10 cours d'appel du Cameroun. Donc, en fait, il faut tenir compte de cela également. Donc, lorsque vous dites les gens restent... Mais ça ne se met... Et en plus, autre par chose hasard, également, comme par hasard, ça se passe qu'à Douala et à Yaoundé. Il peut arriver également que, pour des raisons médicales, certains magistrats ne puissent pas être affectés hors des zones où il y a... Et ça, c'est des choses réelles. C'est pas... Il faut qu'on le sache. Je voudrais seulement le dire d'une manière générale. Pour relativiser. Ça peut, oui, pour relativiser. Vous gardez la parole, maître. Est-ce que, en regardant donc le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, il gère l'indépendance de la justice, le déploiement sur le terrain, 3 ans après, la machine semble un peu grippée. Sinon, est-ce que, selon vous, ce conseil-là fonctionne de façon optimale? Il faut d'abord noter une chose. Tout à l'heure, on a salué l'arrivée d'un secrétaire au niveau de ce conseil, qui est la pièce maîtresse du conseil. Il ne faut pas oublier qu'avant la mort de l'ancien prédécesseur, du prédécesseur, c'est-à-dire Jean Foumanakam, il avait été nommé au conseil constitutionnel avant qu'il ne décède. Donc il n'y avait pas de chef du secrétariat. Ça peut être une cause de ce retard. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut noter que la magistrature, il y a ce que j'appelle le principe d'intérim qui existe, qui veut que lorsque le magistrat qui a une fonction n'est pas là, que son successeur, c'est-à-dire son suppléant, soit là, soit désigné. Généralement, les juges donnent même ceux qui ont des charges des chambres dans un tribunal. On sait que lorsque le magistrat, le premier juge n'est pas là, c'est le deuxième qui va le remplacer et vice-versa. Ou ainsi de suite. Donc, c'est clair. Il n'y a pas de vacances en tant que tel. Il y aura toujours quelqu'un. Le tribunal ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un magistrat qui n'est pas là. Et on va même plus loin. Lorsque vous regardez le statut de la magistrature, vous vous rendez compte que les magistrats, le président, les chefs de cour ont la possibilité, les chefs de cour des tribunaux, de pouvoir faire des mutations. C'est-à-dire que si, par exemple, on se rend compte qu'il y a moins de magistrats, et il n'y a plus de magistrats, je veux dire, et qu'il y a un manque à Douala, on peut, le président de la cour d'appel peut affecter, provisoirement, en attendant une confirmation, prendre un magistrat de Yabassi pour venir travailler d'une manière provisoire en attendant que ça soit confirmé à Douala. De la même manière, le procureur général peut prendre quelqu'un d'un parquet de DEA, par exemple, pour venir travailler à Douala. Donc je crois qu'il faut que cela soit connu. C'est-à-dire que la justice ne s'arrête pas du fait de l'absence d'un ou du décès d'un magistrat. C'est la loi qui prévoit ça. Si, la loi le prévoit. Je peux te donner tout à l'heure. C'est prévu dans la loi, dans le cadre, dans le chapitre parlant de l'intérim. C'est très bien précisé dans ce domaine-là. Mais à côté de cet intérim-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des intérimaires, donc ça ne s'est pas arrêté? Est-ce qu'on peut donc dire qu'elle fonctionne de façon optimale? Vous savez, elle ne fonctionnera jamais de façon optimale dans des villes comme Douala. D'accord. Je vais vous raconter une anecdote, ça fait très longtemps quand même. Je vais à une audience à Maroua, et au moment où je suis en train de rentrer, je suis avec un magistrat qui est, à l'époque, à Mokolo. Et je lui, pendant qu'on causait à l'aéroport de Maroua-Salak, il me dit, maître, je me tourne les pouces. Les pouces. Il n'y a rien à faire ici. Du matin au soir, il me dit, je maîtrise le code pénal au niveau des contraventions essentiellement. Parce que mon travail en réalité, ou des délits, c'est pourquoi tu n'as pas la carte nationale d'identité, pourquoi tu as volé les bœufs de tel. Il m'a dit que c'est ce qu'il faisait comme travail. Venez voir les magistrats de Douala. Ils n'ont pas de vie. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils ont énormément de travail. On a un problème, par exemple, au niveau des décisions pour lesquelles la loi, pour lesquelles la loi exige que le procureur de la République puisse faire des réquisitions en matière civile. Parfois, ça fait 2 ou 3 ans. Oui. C'est-à-dire qu'on renvoie pour réquisition du ministère public dans une affaire, par exemple, même de divorce. Même de référé. Même de référé. C'est renvoyé là-bas parce que le juge, le procureur s'est dit, mon travail, c'est de regarder des affaires pénales. Quand c'est des affaires de causes communicables, ça ne m'intéresse pas beaucoup, je n'ai pas le temps pour ça. Vous faites 2 ans, 3 ans. Votre client, pour nous, comme avocat, estime que vous ne faites rien, alors que le dossier est là-bas. Il faut aller bousculer. Donc, je veux dire qu'on peut faire une meilleure répartition du personnel magistrat
et même du personnel greffier. Parce que les greffiers également ont un problème aujourd'hui, on semble les oublier. Il y a un statut qui devait être signé depuis je ne sais pas combien d'années, qui n'est jamais signé. Et ça crée également des frustrations dans ce niveau-là. Donc je veux dire que la justice doit être... elle a des problèmes. Ne pas le dire, c'est pas vrai. J'aime clairement dire elle a le problème partout. Chez nous, elle a le problème chez nous. Et on peut les régler à travers un certain nombre de décisions qui doivent être prises. Donc pour terminer, je dirais donc oui, l'absence des magistrats. Je veux dire, le fait peut-être qu'il n'y ait pas toujours le Conseil supérieur de la magistrature peut influer négativement sur le rendu de la justice, mais la loi a prévu des situations, a prévu des cas palliatifs pour que cette gêne soit moins importante. Alors, est-ce que les sessions du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'elles sont toujours annoncées, Denis Kouébo? Est-ce que c'est toujours une annonce? Est-ce que... je vous vois réagir. Moi, je n'ai pas réagi sur Maître va réagir sur une autre question. Bon, Maître, réagissez, Denis va revenir. Oui. Est-ce que c'est toujours annoncé Non, je voudrais réagir sur la thématique. Vous voulez insister sur la fonction optimale du Conseil supérieur en 1 minute? Non, vous ne pouvez pas. Il est beaucoup de minutes. Vous ne pouvez pas. Parce que quand votre confrère, je dis bien confrère exprès, prend la parole, vous le laissez déployer. Oh maître, on n'est pas au tribunal ici. Bon, et même si on est au tribunal, je suis le juge. Allez-y. Soyez rassurés, je ne ferai pas plus d'1 minute, madame. Je voulais dire que nous questionnons là le fonctionnement optimal du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, nous pointons du doigt les cas de l'enterrisme. Mais là, nous sommes au niveau des détails. Pour moi, il faut aller au fond. Et le fond, ici, relève même des dispositions du Conseil et de la Constitution du Cameroun, qui place la magistrature sous la coupe du pouvoir exécutif. Parce que des dispositions de la Constitution, il ressort que le président de la République, qui est le chef de l'exécutif, est également le chef de la magistrature. C'est le garant de l'indépendance. Oui, le chef. Le chef, on peut jouer sur les mots. Et c'est ça dans la réalité, confrère. Reprendre nos termes. Garant de l'indépendance. Garant de l'indépendance de la magistrature. Alors, quand vous êtes garant de l'indépendance d'un magistrat, mais vous êtes son chef. Vous êtes son chef. De la magistrature. Oui, la magistrature, c'est les magistrats. Puisque c'est lui qui nomme le magistrat. C'est lui qui sanctionne le magistrat. C'est lui qui révoque le magistrat. Vous comprenez? Donc, or, le principe de la séparation des pouvoirs, par ailleurs prévu par la Constitution, veut que le pays soit dirigé par 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, comment peut-on donc expliquer, dans un tel contexte, qu'un des pouvoirs soit sous la coupe de l'autre pouvoir et attendre de ce pouvoir qu'il fonctionne de façon optimale? S'il avait été laissé aux magistrats eux-mêmes de s'organiser à travers le Conseil supérieur de la magistrature, en y excluant le président de la République, et laisser à ce Conseil la possibilité de juger ses pairs, de les affecter en fonction des nécessités que ces magistrats maîtrisent, vous voyez bien qu'on irait plus rapidement et bien. Donc, il ne fonctionne pas de façon optimale selon vous? Pour moi, on peut faire mieux. On peut optimiser ce fonctionnement en réorganisant les choses, mais à partir de la Constitution. D'accord. En attendant que Maître Biliga répondisse sur la question, dites-moi donc, selon vous, est-ce que les sessions du Conseil supérieur de la magistrature, comment est-ce qu'elles se passent? Est-ce qu'on annonce ou alors est-ce que ça se passe entre membres là-bas, j'ai envie de dire là-bas derrière? Non, très souvent, ça commence par des rumeurs. Très souvent. Vous voyez, ça va faire bientôt 30 ans que je suis avocat. Donc, ça commence par des rumeurs. On vous dit, ah, tu as entendu, il semble que ça va siéger la semaine prochaine. Il semble que c'est dans 2 jours. Il semble que... Et puis, dans la foulée, vous avez un communiqué qui est publié dans Cameroun Tribune qui annonce effectivement la tenue du Conseil supérieur de la magistrature, dont les sessions sont annoncées. C'est annoncé. Si les sessions ne se tiennent pas en catimini. Elles sont annoncées. La question je vais la poser davantage à Maître Biliga ou alors à tous les panélistes. Si les conseils sont annoncés, tout récemment, il y a eu des commutations de peine. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu consultation?
Est-ce que ça veut dire que finalement le président de la République s'est dit j'ai pas besoin d'eux et je le fais? La première chose, je voudrais donc revenir légèrement à ce que a dit tout à l'heure mon confrère. Il n'a pas suivi. Pour dire que le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a pas suivi. Nous l'avons dit tout à l'heure, on l'a dit à l'entame de ceci, est constitué des députés. D'accord. Des députés, des magistrats et des personnes de la société civile indépendante. Ça bat en brèche ce que mon confrère vient de dire, c'est-à-dire que c'est le président qui nomme. Il nomme dans un cadre dans lequel il y a les gens du pouvoir judiciaire, les gens du pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Qui décide? Mais il est le président. Attendez. Qui signe le décret? Attendons. La loi, tout à l'heure, on l'a dit, ceux qui sont nommés dans les assemblées, c'est-à-dire au niveau des députés, etc., ce n'est pas le président qui les nomme. Il reçoit la liste des personnes, mais c'est lui qui signe. Le fait de signer ne veut pas dire que, n'enlève pas le fait que ce n'est pas lui qui les a désignés. Vous signez des actes que vos collaborateurs signent. Vous l'assumez parce que vous avez signé. Voilà. Mais ce n'est pas vous qui préparez parfois certaines conclusions. Nous sommes d'accord. Je lis avant de signer. Alors, oui, mais il peut non, je dis donc il peut lire. Ce que je voulais vous faire comprendre, Maître Bébé, c'est que Montesquieu a très bien fait sa théorie, mais dans la pratique, il y a une interrelation, une interconnexion entre les différents pouvoirs. Donnons un exemple banal. Qui a nommé le président du Conseil constitutionnel en France? C'est le président. Le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel, qui nomme les magistrats de la Cour suprême aux États-Unis. C'est le président. À la limite, on dit, il propose. Il nomme pas. Si. Il propose. Voilà. Et, non, mais c'est lui qui propose. Il propose, et sachant que dans le cadre, dans ce pays-là, il y a ce qu'on appelle, il y a la discipline du parti d'une manière générale. Quand son parti est majoritaire, les républicains sont majoritaires, c'est qu'il envoie la plupart du temps passe. Nous le savons très bien. Donc je vais dire qu'en réalité, il ne faut pas donner l'impression que au Cameroun, le président est l'hyper super qui influe sur la marche de la justice, alors qu'ailleurs, c'est pas ça. L'exécutif n'a jamais été sous la botte de législatif. Il faut que cela soit dit. Maintenant, vous avez posé une question que je voulais peut-être venir. J'aurais voulu que Denis rebondisse avant que... J'aurais voulu... Denis rebondit et on revient à vous, Maître Biliga. D'expérience. Oui. Au moins à 90%, les magistrats camerounais sont aux ordres de l'exécutif. Je dis bien aux ordres, pas aux ordres. Moi, j'ai couvert les procès de l'opération Épervier à Douala. J'ai couvert les procès et c'est au vu et au su de tout le monde qu'il y avait suspension des séances, qu'il y avait ci ou ça, des tractations. Et quand on regarde le corpus des décisions rendues même dans le cadre de l'opération Épervier, il faut être aveugle pour ne pas savoir qu'il y a une main autre que celle de la justice, des magistrats qui décident de ce qui est fait. Et les magistrats qui ont osé, dans le cas par exemple de l'opération Épervier, qui ont osé dire le droit, on sait où ils sont. Tous ont subi un sort connu des avocats. Il sait que les avocats ont la réserve. Ils ne vont pas oser dire parce qu'ils seront frappés. Il y a des avocats même. Il y a des avocats qui ont connu un mauvais sort dans ce pays pour avoir défendu certains clients. J'en connais. Moi, je connais des avocats qui ont eu des ennuis pour avoir défendu tel ou tel client dans telle ou telle affaire. Moi, j'en ai connu. Ça, on ne va pas s'attendre à ce que les avocats viennent nous dire ce qu'ils subissent aussi. J'ai dit tout à l'heure que le secteur de la justice, pas au Cameroun, dans le monde, c'est le secteur où il y a le plus d'injustice. Et la difficulté que le magistrat a en ce moment-là, parce que quand on peut dire que les magistrats sont corrompus, c'est qu'on a mis de côté le fait que, même par omission ou par effet induit, à un moment donné, il est difficile de faire le travail. Pour aider cela, on a eu un jour un citoyen camerounais qui apprend que son fils est à la tête d'un gang de braqueurs et qui sollicite quelqu'un pour intervenir au niveau de la gendarmerie. Allons-y rapidement. Les mêmes citoyens camerounais qui vous disent que tel ou tel est sous influence sont ceux-là qui encouragent le plus de gens à être sous influence. Donc ça ne peut pas manquer. Ce n'est pas sous la coupe du président de la République en tant que produit que les magistrats sont, mais c'est que, quand on parle, même à l'Assemblée nationale, là on peut aller plus loin, même les gens qui sont ceux qui sont proposés par l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale du Cameroun n'est pas en mesure de proposer par elle-même X ou Y, et ça passe. Ça ne passera que si
Ça a été fait ailleurs. Vous avez vu, il y a plusieurs fois des gens qui se réunissent encore, ils font semblant de vouloir proposer, mais on sait que même à la proposition, on le fait. Quand on dit qu'il y a des propositions de passation de marché public, par exemple, au niveau des régions, vous savez que là, vous ne pouvez pas vous amuser. Si vous vous amusez, on ne va pas vous attaquer sur ce marché-là, on va seulement vous enlever de votre poste. Et vous saurez plus tard qu'en réalité, si on m'a enlevé de mon poste, c'est parce que j'ai eu telle ou telle position sur une affaire judiciaire ou sur une affaire juste au quartier. Donc, ça ne manque pas. La justice est un instrument de souveraineté de l'État. Et en tant qu'instrument de souveraineté, au moins en majorité, cet instrument de souveraineté-là est un instrument répressif. Il reprime ce qui n'est pas de l'ordre accepté par le pouvoir politique. Partout, en France, aux États-Unis, en Chine, la justice est utilisée par le pouvoir politique. C'est un bras, même si on ne le dit pas, c'est un bras du pouvoir politique. Le type de justice qu'on a dans un pays ressemble chez les soviétiques, il y a un type de justice. Merci. Chez les Coréens, il y a un type de justice. Merci, chez les Américains, les Français et les néolibéraux, comme les néo-capitalistes comme le Cameroun, on a un type de justice. Maître Joseph-Claude Biliga, est-ce que finalement le rôle du président de la République n'est pas à revoir dans cette instance? Voilà. Ouais. Ça ne changera pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a dit, cette instance, il y a bien de rôles bien précis. C'est pas ça qui empêche que le ministre, par exemple, ait une autorité sur le parquet. Par exemple. C'est le ministre, ça il faut être que ça soit clair et net. Pour le parquet c'est clair et net. Le ministre, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie, le pouvoir hiérarchique du ministre qui agit, qui peut donner des directives pour des réquisitions dans tel ou dans tel autre. Sur ce point, il n'y a même pas de doute par rapport à l'indépendance des procureurs, je veux dire, la non-indépendance, appelons ça ainsi. Lorsqu'il s'agit de magistrats du siège, logiquement, ils devraient être indépendants. Et donc la loi et leur conscience. Mais seulement, il se trouve que nous sommes sur cette terre. Et lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, on a tendance à seulement y voir la main de l'État. Mais nous tous, nous mettons la main là-dessus. Si demain, mon confrère est par exemple magistrat et que je suis avocat je suis devant lui, il ne regardera pas comme s'il regardait un inconnu. Sa décision, il va hésiter pour condamner Maître Biliga parce que lui, vous comprenez? Donc il y a un élément extérieur à la justice qui va intervenir. Ça peut être également de l'argent. C'est-à-dire si quelqu'un vient lui donner de l'argent, vous donnez 1 milliard ou à un magistrat qui va rendre une décision, même si c'est que sa carrière sera bousillée, il va prendre l'argent, il va partir. C'est pas ce que vous comprenez. Donc il y a des effets extérieurs, c'est nos relations. C'est nos relations politiques, nos relations familiales, je veux dire, de l'argent qui influe également dans le rendu. Les relations sectaires, de plus en plus au Cameroun. Oui, si vous voulez, si vous voulez mettre également les relations sectaires. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous parlons de l'État. Tout ça, ça rentre dans... Ça peut avoir une influence. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est l'État qui est questionné. Permettez qu'il continue. Tout à l'heure, vous avez posé une question par rapport au Conseil supérieur de la magistrature. Les mesures prises par le président. Toutes les mesures ne passent pas forcément par le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. D'accord. Même les mesures de grâce, le président peut les donner, par exemple, à l'occasion de la fête de fin d'année, etc., sans passer par là. Je crois que l'article 15 parle essentiellement de ça. Il dit que pour les autres cas de recours en grâce, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature formule au nom de l'ensemble du dit conseil, c'est-à-dire qui est le ministre de la Justice, l'avis prévu à l'article 11, paragraphe 1. C'est-à-dire que c'est le ministre qui prépare le dossier, qui donne au président de la République, et le président de la République. Donc, on n'a pas besoin qu'un conseil supérieur de la magistrature siège pour pouvoir prendre certaines décisions, comme des recours, comme les grâces qui sont... Comme les commutations de paix. D'accord. Denis Kwebo, l'équipe est complète. C'est complet maintenant. C'est quoi la suite? La suite, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, que le conseil fonctionne, c'est la rumeur qui l'annonce souvent. Comme la réunion du bureau politique ou du comité central du RDPC, c'est toujours la rumeur. C'est toujours la rumeur parce que je dis qu'il ne faut pas, parfois, nous avons des problèmes, nous Camerounais, parce que nous voulons raisonner comme si on n'était pas de ce pays. Il y a les réalités de ce pays auxquelles il ne faut pas, on ne s'en accommode pas, mais on s'habitue à ça. Donc ça, les signaux sont clairs de la magistrature d'un moment à l'autre, et les grandes manœuvres ont commencé déjà. Les grandes manœuvres ont commencé. Quand vous entendez tous les tiraillements qu'il y a autour, ça veut dire que tout le monde ne s'attend pas seulement à ce que, de façon assez sereine et saine, ce conseil se réunisse pour prendre les bonnes décisions. Il y a donc des magistrats qui estiment qu'il y en a qui ont déjà fait beaucoup de temps à Douala, et ils vont venir. Ils veulent aller un peu à Yaoundé. Vous avez suivi tout récemment au niveau
Moi, je n'ai pas peur de parler des choses. On y va rapidement. Il y a eu des affaires terribles, cette affaire, celui à Douala avec le procureur général. Tout le monde, c'est pas tous les jours qu'on voit des gens parler très ouvertement de certaines personnalités de la justice. Je crois qu'il y a la guerre qui est ouverte à certains postes, et ça se lit dans la presse. Il y a des positions qui ont été prises par les uns et les autres. Ça veut dire que les grandes manœuvres ont commencé à la veille de la tenue de cette session du Conseil supérieur de la magistrature. Nous disions depuis le début que ce n'est pas bon et ce n'est pas sain que le fonctionnement des institutions au Cameroun soit perçu de cette façon. Si on attendait des institutions de la République qu'elles prennent les bonnes décisions, qu'elles concourent beaucoup plus à la préservation de l'intérêt général, il n'y aura pas certaines supputations. Donc ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de choses mystérieuses qui devraient se passer au Conseil supérieur de la magistrature. On a dit ce qui doit se faire là-bas. Et il n'y aura que ça en dehors, n'est-ce pas, des grandes manœuvres qui se font pour les enseignants, qui se font pour les journalistes aussi, qui sont partout. Donc, c'est évident. Donc, il ne faut pas... Parce que souvent, on a tendance à faire croire que ça se passe dans les autres corps. L'autre jour, j'ai entendu à la télé parler de la justice, que certains avocats ne payent pas les impôts. Or, on le disait dans la presse, 90% des médias ne payent pas les impôts. Personne ne l'a dit. Je crois que le ministre, la prochaine fois, quand il aura l'occasion de dire, il faut qu'il insiste sur le fait que la presse aussi ne paye pas les impôts. Le clientélisme qu'il y aura au Conseil supérieur de la magistrature, c'est un clientélisme qui se tient pour la plupart des autres instances, y compris l'entrée à l'Assemblée nationale. Maître Bébé, selon vous, quelle pourrait être la suite? La suite, c'est que très bientôt, je l'espère, un conseil sera convoqué et puis les jeunes auditeurs vont être déployés, les magistrats vont être remobilisés sur l'ensemble du territoire national et puis les dossiers disciplinaires qui sont en instance seront jugés. Voilà, et puis voilà. Maître Biliga, la même question. Selon vous? La même réponse. Les sanctions? Non, oui, mais les sanctions, vous ne voyez pas de sanctions? Vous voyez au niveau des sanctions qu'il y a deux espèces. Le conseil, pour certains magistrats, les magistrats du parquet, on n'a pas besoin de passer par le conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Il y a une autre instance qui siège avec le ministre de la Justice. C'est pour les magistrats qui sont des magistrats du siège que la loi oblige qu'ils soient passés par... Mais avant, ils peuvent être suspendus par le ministre, le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. S'il y a une plainte contre eux et qu'à partir des enquêtes qu'on a menées, on se rend compte que ces personnes ne doivent plus travailler, on les suspend. Le seul problème, c'est que la loi donne un délai pour cette suspension, qui malheureusement, si le Conseil n'a pas siégé, ça devrait être plus long. Voilà. Mais tout simplement, c'est que pour les magistrats du siège, on attend le Conseil supérieur de la magistrature, mais les magistrats peuvent être suspendus. Pour le magistrat du parquet, eux, ils passent par une autre instance qui n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature. Très bien. Messieurs, je vous propose d'aborder le deuxième thème de notre émission. Je commence par vous, Denis Kouebo. Environ 4 mois après le premier cas détecté de coronavirus au Cameroun, selon vous, où en est-on? On a un suivi pratiquement quotidien de l'information relative au Covid-19. La dernière information en date, c'est que les centres spécialisés de prise en charge qui avaient été aménagés ne sont pas du tout occupés, au point où le Premier ministre a dû donner des instructions pour qu'on les occupe. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même un contraste entre cette montée, voilà, la courbe qui monte, et le déluge qui avait été prédit. Quand on regarde le nombre de guéris par rapport au nombre de cas actifs, on a plutôt une note d'espoir. Sauf qu'il y a beaucoup de ratés. Je suis avec certains compatriotes avant d'entrer ici en studio. Le fait que le nombre de cas positifs au Covid correspond au nombre, je veux dire que c'est des cas de personnes qui ont été dépistées. Donc c'est en cas de test qu'on donne les chiffres. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Alors, si ça n'a rien à voir avec la réalité, ça veut dire que soit on est en train de faire fausse route dans la riposte,
soit on a décidé que il y a aussi la providence qui existe en matière de santé, c'est que bon, tout le monde ne peut pas mourir en même temps. Donc, on dit que les centres sont vides. Les centres sont vides, ils ont été aménagés selon quels sont les experts qui ont dit aux autorités camerounaises qu'on devait atteindre tel niveau de cas désespérés de Covid, au point où on investisse des milliards pour aménager ces espaces qui ne sont pas occupés. Pour quelles raisons, il faut qu'on les examine, pour quelles raisons est-ce que les gens refusent d'aller dans les hôpitaux finalement, pas seulement pour le Covid. Donc il y a des gens qui disent que de plus en plus de malades évitent d'aller à l'hôpital parce qu'ils ont peur de se faire contaminer à l'hôpital. Alors, oui, donc les gens sont en train d'aller s'agglutiner par milliers dans les marchés, les gens sont pleins dans les espaces publics, mais ils ont peur d'aller à l'hôpital se faire contaminer. Est-ce qu'on ne doit pas faire savoir à la population que personne ne peut vous faire croire qu'il y a moins de risques en allant dans un marché tout fait de monde, n'est-ce pas, que d'aller à l'hôpital, même pour d'autres pathologies, ou même pour vous faire dépister du Covid-19. Moi, j'ai relevé personnellement toute la surenchère autour des décès des personnes décédées du Covid. Est-ce que le fait qu'on ait organisé ces enterrements spectaculaires à la hâte n'a pas effrayé certaines personnes au point où elles sont prêtes, en tout cas moi personnellement, s'il m'était donné, moi je ne veux pas promouvoir cela, s'il m'était donné de me sentir mal, je n'ai aucune raison d'accepter que quelqu'un confisque mon corps. Et ça, ce n'est pas bon pour la République. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de faire baisser la psychose en donnant la possibilité à ceux qui peuvent prendre une ambulance médicalisée bien protégée de faire enterrer un corps à 150, 200, 250 km de Douala sous encadrement? Parce qu'il ne sert à rien que les avis des scientifiques sont un peu contraires à ce que nous sommes en train de voir. Il faudrait qu'on revoie la communication. La communication, ce n'est pas seulement ce qui se dit le soir à 20h, c'est les bonnes pratiques qui vont faire que les gens ne soient pas obligés de prendre leur santé entre leurs mains. Il faut que l'État s'arrange à tester le maximum de personnes possibles. Tant que les tests massifs ne vont pas se faire, le pic ne sera pas atteint parce que on va rester dans cette courbe-là et cette tendance-là pendant très longtemps encore. Alors que s'il y a des tests massifs, on peut limiter justement la tendance. Partout ailleurs en Chine, en Europe aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a pu contenir la pandémie grâce aux tests massifs. Je ne sais pas pourquoi ce qui est valable ailleurs n'est pas valable pour le Cameroun. Maître Bébé, les chiffres sont minorés, ils ne reflètent pas la réalité. Minorés. Oui, ce que Denis dit est très vrai. Tant qu'on n'a pas pratiqué des tests à grande échelle, on ne saura jamais quelle est la véritable situation de contamination au Cameroun. Mais moi, je pense que, puisque vous avez demandé où est-ce qu'on en est, je pense qu'on est allé d'erreur en erreur dans cette lutte contre la pandémie. La première chose, on nous a dit de ne pas stigmatiser cette maladie. Mais tout ce que les pouvoirs publics font tend vers la stigmatisation de cette maladie. Tout. C'est-à-dire que, regardez tout ce qui entoure les procédures d'inhumation des décédés de Covid-19 tendent à stigmatiser la maladie. Tout. Mais la deuxième chose que je voudrais soulever, c'est que au départ, en amont, je pense que les choses avaient été faussées. Parce qu'on a placé la lutte contre le Covid sous le signe de la riposte. Or, la riposte suppose, à mon humble avis, que vous avez été attaqué et vous réagissez. Alors qu'il fallait, donc là où on nous attendait d'être proactifs, nous nous sommes inscrits dans une logique de la réaction. C'est-à-dire qu'on se laisse, c'est un choix. En football, ça s'explique aussi par la défensive. Vous attendez que l'adversaire vienne dans votre camp pour vous défendre. Donc si au niveau stratégique de la lutte, on a défini comme politique de lutte la réaction, au niveau opérationnel, on ne peut pas avoir d'autre solution. Et quelles sont les conséquences sur le terrain? Je vois M. Biliga prendre des notes pour contredire. Parce qu'il va nous dire ici que tout ce qui a été fait par le pouvoir est bon. Allez-y. Il nous donnera son point de vue après. Oui. Il attaque. Sa note est même déjà pleine. Vous avez peur de sa note, maître? Non, pas du tout. Je voulais dire que si on a attendu d'être envahi pour riposter, c'était une fausse piste. Pourquoi? Parce que d'une part, nous n'avons pas un plateau technique assez conséquent. Et d'autre part,
quand vous considérez la pauvreté endémique qui caractérise notre contexte camerounais, vous vous rendez compte qu'on avait fait vraiment fausse route dans cette lutte contre la Covid-19. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a l'impression qu'on navigue à vue. Aujourd'hui, vous avez un communiqué qui sort, demain, vous avez un contre-communiqué. Regardez, par exemple, le ministre de la Santé qui fait une sortie pour dire qu'il a observé de sources fiables qu'il y a des pratiques peu orthodoxes qui ont cours dans le traitement de cette pandémie. Mais il s'arrête là. Il s'arrête là. Alors que moi, je m'attendais à ce qu'il ordonnât une enquête. Il a mis sur pied une commission, je veux dire une sorte de task force DGSN Santé pour traquer cela. Oui, mais ça c'est pour l'avenir. Oui. Il pouvait déjà mener une enquête pour voir où il y a eu dysfonctionnement. On suppose qui en sont les auteurs. Il a peut-être des informations. Ouais, qui en sont les auteurs. Et puis, qu'est-ce qu'on constate d'autre? C'est une gestion. C'est la pagaille dans la gestion des fonds affectés notamment au Fonds national de solidarité. Où tous les matins, tous les midis, tous les soirs, on nous parle des dons offerts par le chef de l'État. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas par quelle procédure ces dons sont achetés. On ne sait pas comment c'est distribué. Et puis, tout ce qu'on constate, c'est que tout un ministre de la République a déserté son bureau et se trouve désormais sur le terrain pour distribuer les bouilloires. Maître Biliga, j'espère que ce n'est pas la riposte alors que, au propos de Maître Bébé. Mais nous ne faisons pas que critiquer. D'accord. Nous proposons des solutions. Parce que si nous nous sommes inscrits dans nous sommes inscrits dans le cadre de la riposte, le PCRN, lors du grand dialogue national, a produit tout un manuel de stratégie de lutte pour nous sortir contre la pandémie de Covid. Et ce document, élaboré par notre leader Cabral Libi, a été remis au Premier ministre. Et nous sommes fiers tout de même de constater que certaines de ces mesures proposées par le PCRN ont été intégrées dans le plan national de lutte, piloté par le Premier ministre, ce qui a permis de baisser la pandémie et de sauver quelques vies humaines. Merci, Maître Bébé. Maître Biliga, erreur de stratégie, est-ce qu'on gonfle les chiffres pour avoir des subventions? Est-ce que les hôpitaux de campagne, on peut les qualifier d'éléphants blancs, tels que l'hebdomadaire Émergence l'a dit? Selon vous, où en est-on? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je suis d'abord content que mon confrère du PCRN puisse utiliser votre antenne pour répondre à ceux qui, dans les réseaux sociaux, les accusent de n'être pas un parti d'opposition, puisqu'ils ont dit, Madame Roland ici, aurait dit que c'est un parti de proposition. Et là, ils sont en train de répondre en disant, oui, nous on a proposé. Ils ont proposé. Et que le gouvernement a accepté. Ça veut dire que le gouvernement est ouvert à la critique. Le gouvernement est ouvert à la critique et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Elle n'est parfaite. Nous sommes tous d'accord que la gestion qui a eu lieu au niveau au mois de mars, quoi, le 16 ou 17 mars, 17, a été pas très bonne. On aurait pu être meilleur avec des gens qui arrivent qui sont confinés, qui sortent du cadre de confinement, pour se retrouver en famille, etc., etc. Je pense que, mais il faut également être honnête en disant que le gouvernement a quand même bien réagi. Et la preuve, ces bâtiments qu'on a construits, c'est-à-dire ces salles, ces hôpitaux de campagne qu'on a construits, c'était en prévision du pic. Ouais. Parce que s'il y a eu beaucoup de morts en Italie et ailleurs, c'est parce qu'en réalité, les gens arrivaient en grand nombre dans les hôpitaux. Et il n'y avait pas moyen de les soigner, de les prendre en charge. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On choisissait en réalité. On disait, vous qui avez 70 ans, ben, on vous oublie, on prend un peu plus de jeunes qui ont encore... C'est comme ça que ça s'est passé. En prévision de ça, l'État dit non, moi, pour le moment, je n'ai pas encore suffisamment de personnes, mais il est possible que j'en ai. L'État n'a pas dit en construisant ces bâtiments, je veux dire, ces cadres de campagne, l'État cherchait à faire venir les gens. Non. Il disait, dans le cas où il y aurait des personnes, il ne faudra pas que nous puissions être débordés sans pouvoir leur trouver des masques, je veux dire les respirateurs, etc. Je crois que c'est ça, il faut quand même, sur ce point-là, le parti de proposition doit pouvoir dire que c'est une bonne action du gouvernement à prévenir, qui a pu prévenir quand même. Et le fait qu'on ne soit pas arrivé à là également, doit être mis, je pourrais dire un peu à l'actif du gouvernement. Parce que je disais hier sur un forum où les gens disaient que le Cameroun aujourd'hui est l'un des pays où il y a eu le plus de guérison. Le plus de guérison.
C'est-à-dire, si on parle de 11 000 aujourd'hui... On a environ 11 000 contaminés, il y a environ 7 000 guéris. Plus de 7 000 guéris. Il y a 300 morts, 300 morts environ. Et il y a 3 000 6 000 personnes. Actifs. 6 000. Non, moins de 6 000 actifs. Dans les 3 000 actifs. 3 000. C'est dans 3 000 actifs. Oui. Et parmi ces actifs, beaucoup ne sont pas dans les cas graves. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans la maison. Il y a des gens qui sont confinés dans leur maison, qui sont soignés dans leur maison. C'est pour cette raison que le message que nous devons transmettre ici aujourd'hui à nous tous, à tous les trucs, c'est que n'attendez pas la dernière minute pour aller à l'hôpital. N'ayez pas peur de l'hôpital, monsieur Kouébou. N'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. N'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont honte. Oui, les gens ont honte, mais entre mourir... Parce qu'on a mal géré entre mourir à la maison, et parce qu'on a honte, et aller à l'hôpital et braver, entre guillemets, cette stigmatisation, il faudra bien aller à l'hôpital. C'est d'autant plus qu'on n'a même pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous appelez le 1510, on vient vous chercher, même dans votre bureau, vous dites que vous voulez être testé dans votre bureau, les gens vont venir. Vous pouvez dire à ces personnes, s'il vous plaît, ne venez pas avec vos casques. Il faut voir venez quand vous serez peut-être dans mon bureau, là vous allez porter vos... Donc moi je pense que c'est les choses qu'il faut faire. Il faut donc dire que lorsqu'il faut critiquer le gouvernement, il faut critiquer. Mais lorsqu'il faut dire que le gouvernement est quand même en train de prendre des mesures, il faut également féliciter le gouvernement pour ce qu'il a fait. Je voudrais quand même préciser que selon les experts, on attendait au 31 mai environ 50 000 cas confirmés. Donc, selon les experts. Peut-être que nous les avons, madame. On ne sait pas. Bon, pour l'instant... Non, on a dit confirmé. Parce qu'en réalité, il n'y a nulle part où on a fait le test global. Exact. Ils attendaient donc 50 000 cas au moins. Nous sommes 21 millions dans le Camerounais. Ayant environ 11 000 aujourd'hui, on estime quand même qu'on a quand même des points. On a quand même bien géré la crise. Hein, Denis Kouébou? Non, je voulais dire que... Vous allez réagir juste après maintenant. Quelque part, la têtudesse des autorités camerounaises a plutôt payé pour cette pandémie. Parce que quand on parle de pic, il y a des gens qui sont assis. On n'a pas encore atteint le pic. Je dis qu'il y a des gens qui sont assis chez eux, qui sont mis à faire des projections sur des choses qui se passent chez vous. Et c'est ça qui a... Oui, on a appris qu'il y a des pays où on vient de voter 2 000 milliards de ripostes, on vient de voter 4 000 milliards. En réalité, il n'y a rien eu. Il y a des pays à côté qui ont annoncé des dons et il n'y a jamais rien eu. Parce que ça se gérait ailleurs. Donc il était prévu, je crois que dans les esprits, on savait qu'une grande catastrophe allait s'abattre sur l'Afrique et que nos populations allaient être entièrement décimées. Je crois que c'était là les premières prévisions. Quand je disais tout à l'heure que quand il parlait de ces centres de prise en charge qui ont été construits, tout portait à croire qu'on n'aurait naturellement jamais le nombre de cas graves qu'on nous annonçait. On peut avoir, si on regarde la courbe aujourd'hui, avec le plateau technique tant décrié au Cameroun, si vous avez plus de 70% de personnes testées positives qui sont guéries du Covid, si vous avez sur les 3000 qui restent très peu de cas, on n'a pas jusqu'à, je peux dire, on n'a même pas 500 cas, je crois, de personnes en situation désespérée, il n'y en a pas beaucoup. Alors, ça veut dire que, quelque part, donc, on a réussi dans notre façon de ne pas toujours aller aussi vite que les autres. Tout à l'heure, quand nous parlions, on parlait de la communication. Et c'est ce qui a le plus aidé aussi le Cameroun, c'est qu'à un moment donné, les populations ont compris que quand vous êtes dans une situation d'épidémie ou de pandémie, il faut rapidement faire la différence entre l'idée que vous faites du gouvernement et votre propre santé. Donc si les gens avaient continué à penser que s'il y a 1 million de cas de Covid au Cameroun, on saurait qu'il y a un mauvais gouvernement, par conséquent ce gouvernement va tomber. Oui, parce qu'il y a des gens qui savent que le pont de Vaury, par exemple, tombe. Si le pont tombe, on dit bon, on est très content, il y a un malheur qui vient s'abattre sur le Cameroun, et ça veut dire que ça s'abat sur des gens, ça s'abat sur les populations qui en souffrent, les gens peuvent prendre des hélicos. Donc pour le cas de cette pandémie-là, oui, on a vu la participation spontanée de toutes les couches de la population. Chez moi, il faut quand même que je parle de nous. Les journalistes se sont organisés d'abord pour couvrir très sérieusement. Il y en a qui ont pris des risques. On a beaucoup de cas de journalistes même contaminés parce qu'ils sont allés en première ligne de cette lutte-là. Il y a des journalistes qui sont des rédactions qui sont, quand vous arrivez à SCV, ouais, comment il y a un dispositif, ce n'est pas l'État qui est venu mettre ce dispositif. Vous êtes dans la plupart des médias, il y a un dispositif. Le syndicat des journalistes a confectionné des masques pour les membres, pour les journalistes, même pas les non-membres. On a distribué à travers le pays des gels hydroalcooliques. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, dans nos pays
en Afrique, il faut que les gens sachent que votre sécurité, votre santé dépend d'abord de vous-même. On ne peut pas... Et c'est pour ça que quand je vais dans l'arrière-pays, dans au moins 3 régions du Cameroun, le niveau de sensibilisation sur la pandémie dans les zones rurales est plus élevé qu'en ville. Vous allez dans les villages, les gens ont les masques. C'est ici en ville que nous prenons encore beaucoup de liberté. J'ai vu des vieilles mamans qui ont leur masque dans les villages. Ça veut dire qu'ils ont compris là-bas. Ça a marché. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai pointé du doigt des faits qui peuvent annuler les efforts même de ce même gouvernement-là. Le fait d'avoir cédé, quand on a vu en Europe enterrer les gens à la hâte, comme elle dit, c'est qu'il y avait des morts par centaines. Il fallait les enterrer vite, par milliers. Chez nous, ce n'est pas le cas. Quand on dit 300 morts au Cameroun, même si on dit 500 morts, si on fait une moyenne, ça fait une moyenne de 50 cas à 500 morts, on aura une moyenne de 50 morts par région du Cameroun. Donc, si vous allez à l'hôpital à Kinshasa à côté, les levées du corps, chaque week-end, c'est combien? Ça veut dire que c'est 2% maximum de morts liés au coronavirus. Encore qu'on n'est même pas sûr qu'ils sont tous morts. Oui, parce qu'il y a des cas suspectés. Moi, je rappelle, dans le littoral, on vous dit il y a 150, donc 75 suspectés. Donc, ce n'est même pas des cas. Selon les autorités, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Parce que le mal que cette pandémie fait au Cameroun, fait au pays, ce n'est pas tant les morts. C'est beaucoup plus cette psychose. Quand vous avez vu les grands pays, les pays développés, enterrer des gens par milliers, ça veut dire que quelque chose de grave peut se produire à n'importe quel moment. Le mal est fait à travers le fait que nous, on est affectés par ce qui se passe ailleurs. Nous, on est affectés par le fait qu'on ne peut pas se mouvoir à l'intérieur du pays n'importe comment, mais seulement le fait que l'idée que la maladie existe est déjà un problème pour nos économies, pour nos affaires, et il faut que la sensibilisation continue et qu'on limite au maximum des actes qui sont de nature à freiner l'engouement des populations vers les centres agréés. Parce que ce n'est que l'hôpital qui peut détecter les cas. Je pense que je n'ai pas dit que le gouvernement n'a jamais rien fait. Allez-y, mais je mets beaucoup plus l'accent sur ce qui peut être amélioré. Par contre, dire que si dans des pays occidentaux, on a enregistré des milliers de morts par jour, contrairement à nous aussi au Cameroun, parce qu'au Cameroun, au Cameroun, peut-être en Afrique, les États ont pris des mesures pour construire. Je dis, ce n'est pas forcément cela. Parce que les scientifiques vous disent, madame, que la différence entre les pays africains et les pays occidentaux s'est faite sur le fait que les Occidentaux se sont dit au départ qu'ils ne font rien. Il faut laisser que leur population contracte une forme bénigne de la maladie pour par la suite développer une immunité collective. Et c'est ça qui a été un échec total. Voilà. Ça a été un échec total. C'est pour ça qu'on a enregistré cette hécatombe-là. On avait des milliers de morts par jour. On se souvient en Italie, en France, en Allemagne, un peu partout. Alors que chez nous, au Cameroun, et je dirais même en Afrique, nous sommes partis d'un discours révolutionnaire. Vous avez par exemple quelqu'un comme le Nigérian, Tony Elumelu. Allons-y rapidement, Maître Bébé. On va être pris par le temps. Oui, Tony Elumelu qui disait que cette pandémie est une catastrophe, certes, mais elle doit aussi être considérée comme une opportunité qui permettrait de réinitialiser l'Afrique. Vous comprenez? Et c'est à partir de ce discours optimiste que les Africains ont pris les choses en main. Par exemple, au niveau des populations, parce que ça a été... Si on ne peut pas encore parler de victoire, mais cette résilience de l'Afrique est due à tout le monde. Les populations d'abord, qui sont allées puiser au fond de leur terroir des petites recettes. On vous a parlé du ginger, on vous a parlé de l'ail et du citron, etc. Vous avez cela. Vous avez au niveau du gouvernement, je le reconnais, qui a fait des choses. Par exemple, on a désengorgé les prisons. Par ailleurs, on a fourni des aides alimentaires, des aides financières, etc. Au Gabon, par exemple, il y a eu un moratoire sur les loyers. Comprenez? Et au niveau de la population, de la société civile et même des partis d'opposition, au PCRN par exemple, nous avons mis sur pied une unité de production de masques. De sorte que nous avons distribué, il y a une dizaine de jours, 30 000 masques. 30 000 masques. Et puis c'est comme ça. Oui, madame. Très bien. Merci beaucoup. Maître Biliga, pour sortir de ce sujet, erreur de stratégie lorsqu'on sait qu'à côté du coronavirus,
on risque d'avoir, selon les experts, des décès liés au sida, parce que les antirétroviraux ne sont plus pris à temps, des décès liés à l'hypertension, on a déjà la rougeole qui ne fait que monter parce qu'il n'y a plus de campagne de vaccination, par exemple. Quelque part, est-ce qu'on n'a pas... Il n'y a pas que ça, il y a même des décès liés je veux dire, au mal gastrique, oui, au mal gastrique. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je suivais mon confrère parlant de ginger et autres, et j'ai sursauté un peu parce que il y a un médecin qui m'a dit que les plus grandes consultations aujourd'hui, c'est des gens qui viennent pour des problèmes gastriques parce qu'ils ont pris du ginger, de colmot, tous ces produits-là, c'est-à-dire sans prendre des précautions nécessaires. Donc je dis, faisons attention, même en prenant nos décoctions de village, qu'on sache que ça peut être négatif. Parlant de votre question, de votre question, c'est une question qu'on pourrait poser à n'importe qui, dans n'importe quel pays, parce qu'en réalité, il s'est posé un problème, celui de désertion des populations, des malades, des patients vers les hôpitaux. Ça a été en France, ça a été ici, ça a été partout. Lorsque vous suivez des reportages, on vous dira que nous avions 70% de personnes qui ne viennent plus. Donc 70% de patients qui ne viennent plus, qui ne fréquentent plus les hôpitaux. Pas forcément par la peur, hein. C'est peut-être pas dû à la peur de certaines. Pour certains, c'est dû à la peur de contracter la maladie à l'hôpital. Mais pour d'autres également, ils préfèrent rester à la maison, ils vont parler à l'hôpital. Et moi, je pense que ce problème est réel. Mais je crois que le Cameroun, quand même, a essayé de maintenir le cap. C'est-à-dire, moi, j'ai suivi des communiqués où on demandait aux personnes qui ont le VIH de continuer à fréquenter les hôpitaux, à continuer à aller vers des centres où ils étaient pris en charge pour pouvoir être soignés. Je crois que ce qu'on doit lancer, c'est l'appel, en fait, en disant aux gens, allez-y. Mais il faut noter que, compte tenu du fait qu'il y a eu une perturbation au niveau du transport, nos produits, la plupart venant de l'extérieur, il est évident que même les médicaments au niveau des pharmacies, il y a des ruptures de certains médicaments au niveau des pharmacies. Ça va s'améliorer avec la réouverture progressive des aéroports. Surtout que certains laboratoires aussi ne fabriquaient plus vraiment les médicaments pour les autres maladies. Pathologies. Alors, abordons à présent le dernier sujet. On va sortir en chanson, même si c'est un peu dans la douleur que le Cameroun célèbre ce 21 juin la fête de la musique. Et j'ai peut-être oublié, bonne fête des pères à vous, messieurs. Ce 21 juin également, le Cameroun célèbre la fête des pères. Tel que je le disais à certains, soyons plus des papas que des pères. Ouais. Alors, le contexte a été marqué par la maladie à coronavirus. Et dans toute cette ambiance aussi, on a perdu des icônes telles que Manu Dibango, Claude Ndam, Guéa Laroute. Je voudrais un peu m'arrêter, j'ai envie de retirer un peu, de mettre Manu Dibango à côté. S'agissant de ceux décédés au Cameroun, on constate quand même que les artistes, certains vivent dans une certaine misère, si bien que lorsqu'ils sont malades, on est obligé de passer par des SOS pour les soigner. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise gestion de leur carrière, Maître Bébé? Oui, disons que je ne vais pas être péremptoire. Je vais juste essayer d'analyser de mon point de vue. Je pense qu'il y a d'abord un problème de discipline personnelle des artistes. Parce que ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que les artistes pensent, les musiciens pensent par exemple que quand ils gagnent de l'argent, ils vont en gagner tous les jours, durant toute leur vie. Et on a l'impression qu'ils ne songent pas à épargner, ils se laissent aller beaucoup plus dans le bling-bling. C'est pas mauvais, c'est bon pour le showbiz, vous comprenez? Mais il faut quand même songer à mettre un peu de côté. Je ne serais pas de mentir sur ce point parce que nous avons été habitués au fait qu'à chaque fois qu'un musicien ou un artiste est en situation délicate, il fait appel à la générosité publique. Il fait appel à d'autres artistes, il fait appel au pouvoir public. Donc, les artistes exercent un métier rémunérateur. Donc, ils devraient pouvoir s'organiser et organiser leur vie autour de leurs revenus. Ce n'est pas le cas. Il y a donc là-dedans un problème de discipline personnelle et peut-être aussi un problème de solidarité entre les artistes. Bon, quand je dis cela, il faut noter aussi que je pense que le gros du problème est dû au manque d'une politique générale cohérente en matière de culture au Cameroun, une politique qui garantisse à l'artiste vraiment un cadre optimal pour exercer son métier et en vivre.
Je citerai tout simplement pour cela le fait que, par exemple, nous n'avons pas d'école de musique au Cameroun. Nous n'avons pas de grandes salles de spectacle au Cameroun. Et même quand bien même il y en aurait, qui irait là-bas au regard de la pauvreté ambiante? Regardez le phénomène de la piraterie qui se déploie à ciel ouvert. On a l'impression que nous assistons à un laisser-faire. On a l'impression qu'on assiste à un laisser-faire. Parce que la piraterie s'effectue aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Parfois par les mêmes les artistes eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai parlé de discipline personnelle. Donc, il y a un fonds qui avait été créé pour venir en aide aux musiciens. On ne sait pas très bien comment les fonds sont distribués, etc. Et puis vous avez une société de droits d'auteur qui est politisée. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Qui est politisée. C'est comme si on organisait, on mettait sur pied un barreau, et puis on allait chercher un administrateur pour venir gérer le barreau. Comprenez? Donc la politique est rentrée dedans. Et quand la politique rentre, qu'est-ce qu'on fait? Il faut diviser pour mieux régner. Vous avez des gens, des administrateurs, ou alors les gestionnaires, les dirigeants de cette société de droits d'auteur, qui touchent des salaires parfois complètement en déphasage avec ce que perçoivent les artistes eux-mêmes. C'est-à-dire ce qui leur est distribué. Donc, autant de mots, tout cela fait que, vraiment, on ne peut pas être surpris par la situation que vivent aujourd'hui nos artistes. Maître Biliga, est-ce que mauvaise gestion, est-ce que le ministère de la Culture il n'a pas pris de notes, donc peut-être qu'il va aller dans mon sens. Maître Biliga, vous faites peur à votre confrère, dites-nous. Ils sont abandonnés par le ministère ou alors la faute aux artistes d'abord? Mon confrère dit une chose qui est pertinente. C'est chacun qui doit d'abord se protéger. Je l'ai dit dernièrement sur un truc, j'ai eu un flopé de bois vert en disant, lorsque vous êtes dans un quartier par exemple, et qu'il n'y a pas de l'eau, au lieu de rester, mourir de choléra parce qu'il n'y a pas de... Parce que l'État a... Organisez-vous. Organisez-vous. C'est ça. Vraiment aussi simple que ça. Créez un forage. Dites-vous, chaque mois on donne 1000 francs. Si vous êtes 100, ça fait 100 000, je ne sais pas quoi, ou combien, vous faites un forage et vous avez de l'eau. Je l'ai dit, les gens ont commencé à dire, mais non, vraiment, l'État peut être défaillant. Mais les artistes doivent tout prendre en charge. Le problème que l'on parle au niveau de l'artiste, nous, au niveau du barreau, on a le même problème. Tout à fait. Tous les jours, on parle de l'assurance des avocats. Moi, j'ai été même conseiller des ordres. Je me souviens que le représentant du bâtonnier du littoral, avait voulu, on avait fait d'ailleurs au niveau du conseil de l'ordre, on avait fait un appel d'offres. On a trouvé une entreprise, une compagnie d'assurance, qui répondait à nos critères. On a demandé aux responsables du barreau au niveau des régions de recueillir au niveau des confrères des dossiers pour pouvoir faire aller souscrire à l'inscription. Je me rappelle, M. Diop était représentant du bâtonnier. Je vous assure, on n'a pas eu 10 dossiers. Dans une ville où il y a, je ne sais pas quoi, 400 ou 1000 avocats. 1000 avocats. Personne. Et tous les jours, on est là en train de faire la quête lorsqu'un confrère meurt, quand un confrère est malade, etc. C'est le problème des Camerounais. Le problème, la solution, c'est l'assurance. Même nous qui sommes des avocats, tout le monde n'aura pas les moyens de mettre bébé pour construire d'abord une maison pour lui-même, encore pour investir ailleurs aussi. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, si nous sortons, nous disons peut-être chaque année, je mets 50 000 francs pour ma santé dans une assurance, vous êtes sûr que si vous êtes malade, vous serez soigné. Vous êtes sûr que si vous mourrez, vos parents n'auront pas de problème. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut donner comme message. Moi, j'ai la chance d'être assuré. J'ai la chance d'être assuré. Finalement, lorsque je suis malade un peu, on me soigne. Si demain vous apprenez que je suis allé en France, c'est pas parce que j'aurais pris de l'argent de l'État, c'est parce que je suis assuré et l'assurance me permet d'aller à l'étranger. Mais ça ne me coûte pas les pieds de la tête. L'argent que nous sortons pour aller voir, pour aller dans les boîtes de nuit, moi j'y vais pas. Ça peut nous servir à faire un certain nombre de choses. Mais c'est vrai. Donc je vais dire que pour dire quoi? Nous devons cesser de rester dans le stade de l'assistanat. L'État a son rôle à jouer vis-à-vis des artistes, vis-à-vis de tout le monde. Mais les artistes eux-mêmes doivent pouvoir se prendre en charge pour des choses basiques, comme par exemple prendre une assurance. Lorsque vous êtes nombreux, une association ça coûte même moins cher. Ça coûte moins cher. L'assurance, c'est ça, c'est une mutualisation. On part du principe que si nous sommes 1000 et que chacun donne 1000 francs, ça fait 1 million. Donc dans le mois, il n'y aura pas, ou bien dans l'année, il n'y aura pas 1000 malades. Il y aura peut-être 100 malades.
Le million qu'on va donner peut-être je déjà donner 1 million, ça peut être un peu plus. Oui, hein. bien sûr. C'est-à-dire le montant qu'on va donner pourra permettre de soigner les 100 malades et les 900 peut-être seront soignés dans 2 ans ou 3 ans. Peut-être qu'ils se disent qu'est-ce que je gagne si je ne tombe pas malade. Mais oui, le problème c'est que lorsque vous tombez malade, vous gagnez quoi? Le problème c'est que lorsque vous tombez malade et que vous n'avez même pas de quoi acheter aller même faire une consultation, c'est vous qui perdez. C'est un peu comme avec l'assurance de véhicule, qui malheureusement, qui lui là, est obligatoire. Quand vous prenez votre assurance, vous n'allez pas vous dire que comme j'ai pris l'assurance, je vais aller faire un accident pour que l'assurance répare ma voiture. Non, vous allez prendre votre assurance, mais en prenant des dispositions pour que vous ne puissiez pas faire d'accident. Denis Gouebo, Maître Bébé a relevé plusieurs aspects. À côté du volet bling-bling, dépenses excessives en boîte de nuit un peu partout, est-ce que la création d'une école de musique ou des salles de spectacle, est-ce que ceci peut vraiment apporter une solution au problème des artistes au Cameroun? Bon, ça dépend de ce que nous on appelle artiste. Il y a une question qui est essentielle, la déresponsabilisation des Camerounais. C'est-à-dire qu'il faut forcer quand on force les gens à aller à l'hôpital, il faut forcer les gens pour aller prendre les médicaments. On force les gens à faire tout. Alors, ce qui s'applique aux artistes, ça s'applique un peu plus qu'il faut qu'on parle des journalistes. Les gens qui mènent la même vie, ou il y en a qui n'ont même pas de vie du tout. Chaque jour, vous savez combien on est toujours en train de faire des quêtes pour les journalistes. Oui. Des quêtes, encore plus pour les artistes, parce qu'ils sont connus du grand public. Ils savent qu'ils ont un public large, en direction duquel il faudra lancer les SOS. Alors quand on parle des droits d'auteur, on copie un peu l'Occident. Droit de quel auteur il a copié? Les gens ont composé quelle musique? Ils ont fait quelle musique? Il y a des gens qui n'ont jamais fait un CD, ils disent qu'il y a la piraterie. On pirate quoi? On pirate rien du tout. Donc les gens vivent mal, les gens disent qu'ils sont artistes parce qu'ils ont chanté un jour. Vous allez chanter, vous allez chez Tala Jano, vous avez composé des notes, vous avez mis la voix et puis tout le monde chante. Vous avez tous les comédiens dans les villages, baraques, grands baraques, en 2 jours, on fabrique un artiste au Cameroun, ce que vous appelez artiste. C'est pas ça. Quand on fait carrière, il y a le profil de carrière. Si vous faites carrière comme magistrat, il y a un profil de carrière. Carrière comme journaliste, profil de carrière. Si vous dites que vous êtes un artiste, ça veut dire que c'est votre métier. Denis, comment il y a pas d'artiste au Cameroun selon vous? Ou alors ceux qui se plaignent? Manu Dibango, personne n'est allé. Où est Manu Dibango? On n'a pas parlé de lui. Il y a des petits pays, il y a des artistes qui meurent partout en Europe. Johnny Hallyday, on se bataille pour la fortune qu'il a laissée. Oui, mais vous, chez nous, petit pays, si la musique, c'est aussi citer des noms des... Petit pays la réussite. Petit pays a déjà aidé. Même en citant des noms de personnalités. Oui, mais ça marche. Les autres, ils n'ont rien. Ça veut dire qu'il faut organiser sa vie. Si les gens vivent au jour le jour, vous n'avez pas de boîte de nuit. Vous savez qui part en boîte de nuit. Tous ceux qui se considèrent comme les stars en Afrique ont une fin connue. Quand vous êtes une star, vous avez la fin connue. Parce que derrière la star, il n'y a rien au fond. Mettons quelque chose au fond de ce que nous sommes. C'est tout. C'est valable pour les artistes, c'est valable pour les journalistes, c'est valable pour les avocats. Merci, messieurs. Merci, Denis Gouebo, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Maître Bébé. Vous rentrez à Edea ou vous vivez à Douala? Oui, je repars à Edea ce soir parce que demain, je dois être à mon bureau. Je n'avais peur que vous soyez un élu qui vit... Tout à fait, c'est pour ça que je respecte la loi. Merci, Maître Biliga, d'être venu. Oui, à quand est-ce que vous avez transformé d'aller transférer votre cabinet à Edea? Ah non, le cabinet est là. Et là, Edea? Non, ici. Vous êtes élu à Edea? Oui, bien sûr. Donc vous êtes un élu qui ne vit pas à côté de sa population? Je vous ai dit à l'oreille de ce propos que j'avais 7 avocats dans mon cabinet. Très bien, merci. Et puis aujourd'hui, avec la télé, avec le travail, voilà, on peut travailler à distance. Merci, messieurs. On espère avoir Léla Renganja sur ce plateau dimanche prochain. Léla Renganja qui on souhaite un prompt rétablissement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres et bon dimanche. Au revoir. Hier, je vais voir...